Mesdames et messieurs, bonsoir. Auriez-vous l'obligeance d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît? Merci. Lane, avez-vous entendu ce que je jouais? J'ai pensé qu'il n'était pas courtois d'écouter, monsieur. Ah, c'est fort dommage pour vous, Lane. Je ne joue pas avec précision, ceci, n'importe qui peut le faire, mais je joue d'une manière merveilleusement expressive. Pour ce qui est du piano, le sentiment est mon fort et je réserve la science pour la vie. Oui, monsieur. Ah, et à propos de science de la vie, avez-vous préparé les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Oui, monsieur. Et d'après votre livre de contes, j'ai vu que lors du dîner avec Lord Shoreman et Monsieur Worthing, 8 bouteilles de champagne ont été consommées. Oui, monsieur, 8 bouteilles et demie. Mais comment se fait-il que chez les célibataires, les domestiques boivent invariablement le champagne à titre privé? Je demande simplement ça à guise d'information, bien sûr. J'attribue cela, monsieur, à la qualité supérieure du champagne, monsieur. J'ai pu constater souvent que le champagne était rarement de qualité chez les personnes mariées. Grand Dieu! Le mariage aurait-il un effet si démoralisant? Je pense que c'est un état tout à fait satisfaisant, monsieur. Bien que je n'ai eu moi-même qu'une brève expérience, n'ayant été marié qu'une seule fois, c'était dû à un malentendu entre une jeune personne et moi-même. Oui, je ne suis pas plus intéressé que cela, Lane. Non, monsieur, ce n'est pas un sujet très intéressant, je n'y pense jamais moi-même. C'est tout naturel, Lane. Merci, ça ira. Les vues de Lane sur le mariage me paraissent quelque peu relâchées. Si les classes sociales inférieures ne nous montrent pas le bon exemple, mais à quoi servent-elles? En tant que classe sociale, elles semblent n'avoir aucun sens de leur responsabilité morale. Monsieur Fidel Worthing! Cher Fidèle, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène en ville? Oh, le plaisir, le plaisir. Y a-t-il autre chose qui en vaille la peine? Toujours en train de manger, à ce que je vois? Mais Comme d'habitude, Algy. Mais il est d'usage dans la bonne société de prendre une légère collation en fin d'après-midi. Qu'avez-vous fait depuis mardi? Ah, j'étais à la campagne. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire là-bas? Quand on est en ville, on s'amuse. Quand on est à la campagne, on amuse les autres, ce qui est parfaitement ennuyeux. Mais qui sont donc ces gens que vous ennuyez? Oh, des voisins, des voisins. Ah, des voisins sympathiques dans votre coin du Shropshire? Pas abominable au possible, je ne me suis jamais adressé à aucun d'entre eux. Et ainsi vous amusez donc tant que cela, et au fait, je ne me trompe pas, le Shropshire a bien votre comté, n'est-ce pas? Le Shropshire, oui, bien sûr. Eh bien, pour qui toutes ces tasses de thé et ces sandwichs au concombre? Pourquoi tant d'extravagance imprudente chez quelqu'un d'aussi jeune? Qui vient prendre le thé? Oh, simplement, tante Augusta et Gwendolen. Ah, mais c'est tout à fait charmant! Oui, tout à fait. Mais je doute que tante Augusta soit ravie de votre présence ici, cher ami. Et puis-je vous demander pourquoi? Eh bien, votre façon de flirter avec Gwendolen est parfaitement répugnante. Presque aussi répugnante que la manière qu'a Gwendolen de flirter avec vous. Mais j'aime Gwendolen, je suis venu exprès à Londres pour lui faire ma demande. Mais je croyais que vous veniez pour le plaisir. Moi, j'appelle ça des affaires. Oh, vous êtes d'un romantisme! Mais je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de romantique dans une demande en mariage. Être amoureux, cela est romantique, mais il n'y a strictement rien de romantique dans une demande en mariage. Bon, il se peut que ce soit accepté, et généralement c'est le cas. Mais à ce moment-là, l'excitation retombe. Or, l'essence même de l'amour, c'est l'incertitude. Si jamais je me marie, je m'efforcerai aussitôt de l'oublier. Je n'ai aucun doute là-dessus, mon cher Algy. La cour des divorces a été spécialement instituée pour des gens dont la mémoire fonctionne de cette étrange façon. Ah mais inutile de spéculer sur ce sujet, les divorces se font au ciel. Jack, laissez ces sandwichs au concombre, ils ont été préparés spécialement pour tante Augusta. Mais vous ne cessez de vous en gaver! Cela n'a rien à voir, c'est ma tante! Allez, prenez ce pain et ce beurre. Ils sont pour Gwendolen, c'est une passionnée de pain et de beurre. Oh, ce pain et ce beurre aussi sont délicieux. Mais cher ami, cessez de vous en gaver! Comme si vous alliez tout avaler. Vous vous comportez exactement comme si vous étiez déjà marié avec Gwendolen. Vous n'êtes pas encore marié avec elle, et je doute que ce ne soit jamais le cas. Et pourquoi, Jack, dites-vous cela? Eh bien, tout d'abord, les jeunes filles ne se marient jamais
avec les garçons avec lesquels elle flirte. Elle trouve que cela ne se fait pas. Mais c'est stupide! Pas du tout. J'en veux pour preuve le grand nombre de célibataires que l'on voit partout. Et de plus, je ne vous donne pas mon consentement. Votre consentement? Cher ami, Gwendolen est une cousine germaine. Et avant que je n'y consente, il faudra vous expliquer sur Cécilie. Cécilie, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne connais personne de ce nom-là. Lane! Apportez-moi l'étui à cigarette que Monsieur Worthing a laissé dans le fumoir la dernière fois qu'il est venu dîner ici. Bien, monsieur! Ainsi, durant tout ce temps, vous aviez mon étui à cigarette, vous auriez au moins pu me le faire savoir. J'ai envoyé des lettres hystériques à Scotland Yard à ce sujet, et j'étais sur le point d'offrir une grosse récompense. J'aurais aimé que vous me l'offriez. Je suis un peu à juste en ce moment. Mais je n'ai pas de raison d'offrir de fortes récompenses maintenant que l'objet est retrouvé. Je veux dire que je trouve cela un peu mesquin de votre part, fidèle. Toutefois, cela n'a plus aucune importance. Car maintenant que je lis ce qui est inscrit sur cet étui à cigarette, il s'avère finalement que ce n'est pas le vôtre. Mais bien sûr que si, c'est le mien. Vous m'avez vu avec au moins une bonne centaine de fois, et de toute façon, vous n'aviez aucun droit de lire ce qui est inscrit. Ce n'est pas digne d'un gentleman que de lire un étui à cigarette privé. Mais il est absurde d'édicter des règles inflexibles sur ce qu'on doit lire ou ne pas lire. Plus de la moitié de la culture moderne dépend de ce qu'on ne devrait pas lire. Oui, je le sais bien, je n'ai pas envie de discuter de la culture moderne, ce n'est pas un sujet de discussion privée. Je veux simplement récupérer mon étui à cigarette. Mais ce n'est pas votre étui. Cet étui est un cadeau d'une certaine Cécilie, et vous m'avez dit ne connaître personne de ce nom-là. Il se trouve que Cécilie est ma tante. Votre tante? Oui, c'est une charmante vieille dame, elle habite à Turnbridge Wells. Rendez-le-moi, G. Oui, mais pourquoi se nomme-t-elle Petite Cécilie si c'est votre tante qui vit à Turnbridge Wells? Je lis. De la part de la petite Cécilie, avec toute son affection. Cher ami, qu'y a-t-il d'étrange à cela? Certaines tantes sont grandes, et d'autres non sur ce sujet. Une tante a certainement le droit d'en décider elle-même. Vous semblez croire que toutes les tantes devraient être sur le modèle de la vôtre. C'est absurde. Pour l'amour de Dieu, rendez-moi mon étui. Mais pourquoi votre tante vous appelle-t-elle son oncle? De la part de la petite Cécilie à son cher oncle Jack, avec toute son affection. J'admets ne pas avoir d'objection à ce qu'une tante soit petite, mais pour quelle raison une tante, et quelle que soit sa taille, appellerait son propre neveu son oncle? Cela m'échappe totalement. De plus, vous ne vous appelez absolument pas Jack, mais Fidèle. Ce n'est pas Fidèle, mais c'est Jack. Vous avez toujours affirmé vous appeler Fidèle. Je vous ai présenté à tout le monde sous le nom de Fidèle. Vous répondez au nom de Fidèle. Fidèle vous va à merveille. Vous êtes la personne la plus fidèle que je ne connaisse. C'est complètement absurde de votre part que de ne prétendre ne pas vous appeler Fidèle. C'est même écrit sur vos cartes de visite. Tenez, en voici une. Monsieur Fidèle Worthing, B4 Albany. Je garde cette carte de visite en ma possession. Si jamais vous essayez de le nier en ma présence, celle de Gwendolen ou de n'importe qui d'autre. Eh bien, mon nom est Fidèle en ville et Jack à la campagne, et on m'a offert cet étui à la campagne. Bien. Mais cela n'explique toujours pas votre petite tante Cécilie qui vient à Tunbridge Wells. Allez, mon vieux, vous feriez mieux de tout me dire maintenant. Ah, mon cher Hadji, vous parlez tout à fait comme un dentiste, et il est très vulgaire de parler comme un dentiste si on n'en est pas un. Mais ça produit une fausse impression. Mais c'est ce que font tous les dentistes. Allez, mon vieux, vous feriez mieux de tout me dire maintenant. Je dois vous dire que je vous ai toujours soupçonné d'être un bunburiste, confirmé mais non avoué. Maintenant, j'en suis tout à fait sûr. Bunburiste, mais que diable entendez-vous par bunburiste? Eh bien, je vous révélerai le sens de cette incomparable expression une fois que vous aurez eu l'obligeance de m'expliquer Fidèle à la ville et Jack à la campagne. D'accord, mais d'abord, rendez-moi mon étui. Le voici. Et maintenant, donnez-moi une explication et faites, je vous prie, qu'elle soit aussi invraisemblable que possible. Mon cher ami, oui. Il n'y a rien d'invraisemblable dans cette affaire qui est parfaitement banale. Le vieux Thomas Cardew, qui m'a adopté lorsque j'étais enfant, m'a institué dans son testament le tuteur de sa petite fille, Miss Cécilie Cardew. Cécilie, qui m'appelle son oncle par respect pour moi,
chose que vous êtes incapable d'estimer à sa juste valeur, vit chez moi à la campagne sous la surveillance de son aimable gouvernante Miss Prism. À propos, où se situe cette maison à la campagne? Ah, cela ne vous regarde rien, cher ami, vous n'y êtes pas invité. Cependant, je dois vous dire que ce n'est pas dans le Shropshire. Ah bah je dois vous dire, cher ami, que je m'en doutais. J'ai bunburyisé le Shropshire à 2 occasions. Et maintenant, allez-y, poursuivez. Jack à la ville, fils de la campagne, tout ça, allez-y. Mon cher Hadji, je doute que vous puissiez apprécier mes véritables sentiments, mes véritables raisons. Je ne sais pas si vous êtes assez sérieux pour cela. Quand on est en position de tuteur, on se doit d'adopter une attitude hautement morale sur tous les sujets. C'est mon devoir de le faire. Et étant donné qu'un ton hautement moral ne peut conduire ni au bonheur ni à la santé, pour pouvoir m'échapper à Londres, je me suis donc inventé un jeune frère du nom de Fidèle qui vit à Albany et qui se met toujours dans de mauvais pas. Ceci est, mon cher Hadji, la vérité pure et simple. Non, la vérité est rarement pure et simple, si elle l'était. La vie moderne en deviendrait insipide et la littérature moderne une véritable impossibilité. Oh, ça ne serait pas si mal. Je vois que la critique littéraire n'est pas votre fort, cher ami. N'essayez pas d'en faire. Non, laissez cela plutôt à des gens qui n'ont pas été à l'université. Ils font cela très bien dans les quotidiens. Non, ce que vous êtes réellement, vous, c'est un bunburiste. J'avais parfaitement raison quand je vous qualifiais de bunburiste. Vous êtes l'un des bunburistes les plus avancés que je connaisse. Non, je ne suis pas du tout un bunburiste. Si Gwendolen m'accepte, je tue mon frère. Mais enfin, vous ne m'avez pas laissé le temps de vous expliquer ce qu'était un bunburiste, mon cher ami. Paniquez pas. Mais qu'est-ce qu'un bunburiste? Eh bien, mon cher ami, un bunburiste, regardez. Vous avez inventé un jeune frère très utile, du nom de Fidèle, qui vous permet d'aller à la ville aussi souvent que vous en avez envie. Et moi, j'ai inventé Bunbury, un invalide d'une valeur inestimable qui me permet de disparaître à la campagne aussi souvent que j'en ai envie. Si ce n'était l'extrême mauvaise santé de Bunbury, je ne pourrais, par exemple, dîner ce soir avec vous chez Willis, car j'ai été invité par tante Augusta, il y a plus d'une semaine de cela. Je ne vous ai invité à dîner nulle part ce soir. Je sais. Vous êtes d'une négligence sans pareille quand il s'agit de lancer une invitation. C'est parfaitement insensé de votre part. Il n'y a rien de plus irritant que de ne pas recevoir d'invitation. Vous feriez mieux dîner avec votre tante Augusta ce soir. Je n'ai aucune intention de faire quelque chose de ce genre. Et d'abord, j'ai déjà dîné chez elle lundi. Et une fois par semaine est largement suffisant pour dîner avec une de ses connaissances. De plus, chaque fois que je vais là-bas, on me gave systématiquement comme un membre de la famille. Et l'on me désigne une place à table sans aucune femme ou alors avec 2. Et enfin, je sais parfaitement à côté de qui tante Augusta va me placer ce soir. Marie Farquhar, qui n'a de cesse de flirter avec son mari d'un bout à l'autre de la table. Ce n'est pas très agréable. En vérité, ce n'est même pas très correct. Et ce genre de comportement connaît une croissance considérable. Le nombre de femmes à Londres qui flirtent avec leur mari est parfaitement scandaleux. C'est répugnant. Cela revient à laver son linge propre en public. De plus, maintenant que je sais que vous êtes un bunburiste confirmé, je souhaite vous entretenir sur le bunburisme, vous en apprendre les règles. Non, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout un bunburiste. Si Gwendolen m'accepte, je tue mon frère. Je pense que de toute façon, je vais le tuer. Cécilie s'intéresse un peu trop à lui et cela m'ennuie. Vous feriez fort bien de faire de même avec votre ami invalide et son nom absurde. Il n'y a rien au monde qui puisse m'amener à me séparer de Bunbury. Et si jamais vous vous mariez, ce qui me paraît tout à fait problématique, vous serez heureux de connaître Bunbury. Un homme qui se marie sans connaître Bunbury peut s'attendre à une vie assommante. Mais c'est absurde si je me marie avec une jeune femme aussi charmante que Gwendolen. C'est la seule femme de ma vie que je n'ai jamais aimée. Je n'ai certainement pas envie de faire la connaissance de Bunbury. Alors c'est votre femme qui le fera. Cher ami, vous ne paraissez pas vous rendre compte que dans le mariage, à 3, on est en société. À 2, on se regarde en chien de faïence. Ceci est, mon cher ami, ce que le théâtre français perverti nous propose depuis 50 ans. Oui, et dont les bienheureux couples anglais ont fait preuve en moitié moins de temps. Pour l'amour du ciel, n'essayez pas d'être cynique, c'est trop facile. Ah, de nos jours, rien n'est facile. La compétition est telle qu'elle en devient bestiale. Ah, ce doit être tante Augusta. Il n'y a que la famille et les créanciers pour sonner de cette façon wagnérienne. Bon, maintenant, si je parviens à éloigner tante Augusta à 10 minutes, le temps que vous fassiez votre demande là, sera-t-il possible que je dîne avec vous ce soir chez Willis? Oui, je suppose que oui, si c'est ce que vous voulez. Oui, mais vous devez être sérieux. Je hais les gens qui ne prennent pas les repas au sérieux, c'est tellement superficiel. Lady Bracknell and Miss Fairfax. Oh, bonjour mon cher Algernon.
J'espère que vous vous comportez bien. Ah, je me porte parfaitement bien, tante Augusta. Ah, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, les deux vont rarement ensemble. Mais ma chère, vous êtes absolument magnifique. Mais je le suis toujours, n'est-ce pas, monsieur Wersing? Vous êtes absolument parfaite, Miss Fairfax. Ah, j'espère bien que non. Cela ne laisserait aucune place pour des développements ultérieurs. Et j'ai bien l'intention de me développer dans de multiples directions. Je suis désolée d'être légèrement en retard, Algernon, mais j'ai été obligée de passer chez Lady Harbury. Je ne l'avais pas vue depuis la mort de son pauvre mari. Et je n'ai jamais vu une femme aussi changée. Elle a rajeuni de 20 ans. Et maintenant, je prendrai bien une tasse de thé avec ces merveilleux sandwichs au concombre que vous m'avez promis. Mais certainement, tante Augusta, certainement. Gwendolen, vous ne voulez pas vous asseoir ici? Merci, maman, je me sens très bien ici. Juste au ciel, Lane! Il n'y a pas de sandwich au concombre. Je vous en avais spécialement commandé. Il n'y avait plus de concombre au marché, monsieur. J'y suis allé par 2 fois. Pas de concombre. Non, monsieur. Même pour argent comptant. Même pour argent comptant. Merci, Lane, ça ira. Merci, monsieur. Je suis consterné, tante Augusta. Pas de concombre et même pas pour argent comptant. Cela n'a aucune importance. J'ai dégusté des crumpets chez Lady Harbury qui me semblent s'être entièrement adonnés au plaisir maintenant. Je me suis laissé dire que le chagrin l'avait rendue complètement blonde. Oui, il est certain que le deuil a changé la couleur de ses cheveux. Maintenant, quelle en est la raison? Cela, je l'ignore bien sûr. Ah, Gernon, j'ai une surprise pour vous. Je vous invite avec Mary Farquhar. Elle est vraiment merveilleuse et si attentive à son mari. C'est un régal que de les voir ensemble. Je crains, tante Augusta, de devoir renoncer au plaisir de dîner à votre table ce soir. J'espère bien que non. Cela nous coulerait complètement notre plan de table et votre oncle serait obligé de dîner tout seul. Non mais cela m'ennuie énormément, mais est inutile de dire à quel point je regrette ce dîner. Mais le fait est que je viens de recevoir un télégramme annonçant que ce pauvre Bunbury est à nouveau terriblement malade. Et l'on semble penser que je dois être à son chevet ce soir. Non mais c'est étrange. Il me semble que ce monsieur Bunbury a une santé particulièrement chancelante. Ah oui, Bunbury est un épouvantable invalide. Eh bien, je dois dire, Algernon, qu'il est grand temps que ce monsieur Bunbury se résolve soit à vivre, soit à mourir. Ces tergiversations sur ce sujet sont absurdes. Voilà. Et d'ailleurs, je vous serai fort obligée de demander à ce monsieur Bunbury d'être assez aimable pour ne pas être malade samedi, car je compte sur vous pour mon programme musical. Voyez-vous, c'est ma dernière réception et je veux quelque chose qui suscite la conversation. Surtout en cette fin de saison, où tout un chacun a pratiquement dit tout ce qu'il avait à dire, ce qui, dans la plupart des cas, n'était pas grand-chose. Non mais je parlerai à Bunbury s'il est toujours conscient, mais je crois pouvoir vous promettre qu'il sera remis d'ici samedi. Voyez-vous, mon programme musical est assez délicat à composer, car si l'on joue de la bonne musique, les gens n'écoutent pas, et si l'on joue de la mauvaise, les gens ne parlent pas. Mais allons plutôt dans la pièce d'à côté que je vous montre ce que je vous ai préparé. Merci, c'est très aimable à vous. Ah, je suis sûre que le programme sera merveilleux, mais après quelques suppressions. Mais les chansons françaises, je ne peux décemment pas les autoriser. Les gens semblent penser qu'elles sont inconvenantes, ou bien ils sont choqués, ce qui est vulgaire, ou bien ils rient, ce qui est pire. En revanche, l'allemand me semble une langue tout à fait convenable. Et en réalité, elle. Gwendolen, vous m'accompagnez? Oui, maman. Comme il fait beau, n'est-ce pas, Miss Fairfax? Ah, je vous en prie, monsieur Wersing, ne parlez pas du temps. À chaque fois que les gens parlent du temps, je peux être sûre que cela a une toute autre signification. Et cela me rend nerveuse. C'est cela, je voulais précisément vous parler d'autre chose. J'en étais sûre. En fait, je ne me trompe jamais. Et j'aimerais profiter de l'absence temporaire de Lady Bracknell. Je ne saurais trop vous conseiller de le faire. Ma mère a le chic pour surgir inopinément dans une pièce, et j'ai souvent eu l'occasion de lui en faire la réflexion. Miss Fairfax, à peine ai-je fait votre connaissance que je vous ai admiré, plus qu'aucune autre jeune fille que je n'ai jamais rencontrée depuis que je vous ai rencontré. Ah mais j'en
sur moi une irrésistible fascination. Et même avant que je vous rencontre, j'étais loin de vous être indifférente. Vous savez, monsieur Worthing, nous vivons une époque éprise d'idéal. C'est une idée que l'on retrouve souvent dans les meilleurs magazines et les plus coûteux. Et je me suis laissé dire que cela touchait même la province. Et j'ai toujours rêvé d'aimer quelqu'un du prénom de Fidèle. Il y a dans ce prénom quelque chose qui m'inspire la confiance absolue. Et dès qu'Algernon m'a dit qu'il avait un ami du prénom de Fidèle, j'ai su que j'étais destinée à vous aimer. Oh, vous m'aimez vraiment, Gwendolen? Passionnément. Ah, très cher, vous ne savez pas à quel point vous me rendez heureux. Ah, mon cher Fidèle à moi. Gwendolen, quand vous dites que vous ne pourriez pas m'aimer si je ne m'appelais Fidèle, vous ne pensez pas sérieusement? Mais vous vous appelez Fidèle. Oui, non mais supposons que j'ai un autre prénom, insinueriez-vous que vous ne pourriez pas m'aimer? Ah, mais ceci relève clairement des spéculations métaphysiques, et chacun le sait, les spéculations métaphysiques sont très éloignées des faits de la vie réelle. Eh bien, je dois vous dire, très cher, que je me moque pas mal de ce prénom Fidèle. Je ne pense pas vraiment qu'il me convienne. Il vous convient à merveille, c'est un prénom divin. Il a sa musique propre et il procure des vibrations. Eh bien, Gwendolen, je dois vous dire qu'il y a nombre de prénoms bien plus beaux. Je trouve, par exemple, que Jack est un prénom charmant. Jack? Ah non, il n'y a absolument aucune musique dans ce prénom, il ne me fait pas vibrer, il ne me fait pas frissonner, et j'ai connu plusieurs Jack, et tous, sans exception, étaient absolument ternes. Et Fidèle, il est de notoriété publique que Jack est un prénom réservé aux domestiques. Il est employé pour John. Et je plains toute femme mariée à un John. Elle ne pourrait jamais connaître le plaisir enchanteur d'un seul moment de solitude. Non, Fidèle est le seul prénom dont on soit vraiment très sûr. Gwendolen, il faut que je me fasse baptiser sur... non, nous devons nous marier immédiatement, il n'y a plus de temps à perdre. Oh, nous marier? Eh bien, oui, je vous aime, Miss Fairfax, et vos propos me laissent à penser que je ne vous suis pas totalement indifférent. Ah, je vous adore, mais vous ne m'avez pas encore fait votre demande. Il n'a jamais été question de mariage, et le mot n'a même jamais été prononcé. Mais je pense que le moment est tout à fait propice. Et pour vous épargner une éventuelle déception, je crois honnête de vous dire que je suis déterminée à l'accepter. Puis-je vous faire ma demande? Qu'avez-vous à me dire? Mais vous savez très bien ce que j'ai à vous dire. Mais vous ne l'avez pas encore dit? Gwendolen, voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Ah, mais quel temps, Fidèle, cela vous a pris pour me faire votre demande. Je crains que vous n'ayez que très peu d'expérience pour ce qui est des demandes en mariage. Mais je n'ai jamais aimé que vous au monde. Oui, mais les hommes font souvent des demandes en mariage pour s'entraîner. Tout le monde le sait, mon frère Gérald, par exemple. Il le fait, je le sais. Toutes mes amies me le disent. Ah, vous avez vraiment d'extraordinaires yeux bleus, cher Fidèle. Ils sont complètement et parfaitement bleus. Ah, j'espère que vous me regarderez toujours ainsi, surtout en présence d'autres personnes. Monsieur Worthing, quittez cette posture à moitié couchée, c'est parfaitement indécent. Maman, je dois vous demander de vous retirer. Ce n'est pas un endroit pour vous et Monsieur Worthing n'a pas tout à fait terminé. Terminé quoi, puis-je le savoir? Je suis fiancée à Monsieur Worthing, maman. Je m'excuse, mais vous n'êtes fiancée à personne. Quand vous serez fiancée, votre père ou moi-même vous le ferons savoir. Mais en aucun cas, une jeune fille ne peut être autorisée à s'engager de son propre chef. Pour une jeune fille, une demande en mariage doit toujours être une surprise agréable ou désagréable selon les cas, mais en aucun cas une jeune fille ne peut s'autoriser à s'engager par elle-même. Et maintenant, Monsieur Worthing, j'ai quelques questions à vous poser. Pendant que j'enquête, Gwendolen, vous m'attendrez en bas dans la voiture. Maman! Gwendolen, en bas, dans la voiture. Dans la voiture, Gwendolen? Oui, maman. Bon, asseyez-vous, monsieur. Oh. Asseyez-vous, Monsieur Worthing. Asseyez-vous, Monsieur Worthing. Je vous remercie, Lady Bracknell, je préfère rester debout. Vous voulez... Alors, attendez. Ah, je suis au regret de vous dire, je vérifie, que vous n'êtes pas sur la liste des jeunes gens éligibles. Et j'ai pourtant la même liste que la duchesse de Bolton. En fait, nous travaillons ensemble. Cependant, je suis parfaitement prête à ajouter votre nom pourvu que vos réponses soient adaptées aux exigences d'une tendre mère. Fumez-vous?
Eh bien, oui, je dois l'admettre, je fume. Je suis heureuse de l'entendre. Un homme doit toujours avoir une occupation, quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup trop d'hommes désœuvrés à Londres en ce moment. Quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Un bon âge pour se marier. Selon moi, un homme en âge de se marier doit tout ou ne rien savoir. Dans quelle catégorie êtes-vous? Savoir... Je ne sais rien, Lady Bracknell. Ah, je suis ravie de l'entendre. Je désapprouve formellement tous ceux qui falsifient l'ignorance naturelle. L'ignorance est un fruit exotique fragile, touchez-y et il se gâte. Ah, les théories modernes sur l'éducation sont parfaitement malsaines. Heureusement, l'éducation en Angleterre n'a aucune importance. Quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 000 livres par an. En terre ou en investissement? Ou essentiellement en investissement. C'est une excellente chose, car entre les droits attendus au cours de sa vie et ceux exigés après sa mort, la terre a cessé d'être soit un profit, soit un plaisir. Cela donne une position sociale, mais empêche de la garder. C'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet. J'ai une maison de campagne avec quelques terres, de l'ordre de 15 acres environ. En fait, je n'en dépends pas financièrement. De ce que je peux comprendre, seuls les braconniers peuvent en tirer profit. Une maison à la campagne, combien de pièces? Oui, non, ceci peut être éclairci plus tard. Ah, mais j'espère que vous avez une maison à la ville, car on peut espérer que Gwendolen, avec son caractère simple et naturel, réside à la campagne. Ah, j'ai une maison à Belgrave Square, elle est louée à l'année à Lady Bloxham, mais bien entendu, je peux la récupérer dans les 6 mois. Lady Bloxham, je ne connais pas. Oh, c'est une femme très âgée, elle sort très peu. À l'heure actuelle, ce n'est pas un gage de respectabilité. Quel numéro à Belgrave Square? 149. Le côté passé de mode. Je savais qu'il y avait quelque chose. Enfin, nous pouvons changer cela facilement. Mais vous parlez de la mode ou du côté? Moi, les deux, si nécessaire. Quelles sont vos opinions politiques? Ah, je crains de ne pas vraiment en avoir. Lady Bracknell, je suis un libéral unioniste. On les range parmi les conservateurs, ils soupent avec nous, ou du moins ils fréquentent nos soirées. Bien, passons maintenant à des questions de moindre importance. Vos parents sont-ils toujours en vie? J'ai perdu mes 2 parents. Ah, perdre un parent, M. Worthing peut être considéré comme un malheur, mais les 2, cela relève de la négligence. Et qui était votre père? De toute évidence, il avait quelques biens. Appartenait-il à ce que les journaux appellent l'élite de gauche du commerce ou était-il issu de l'aristocratie? Eh bien, je dois vous dire, Lady Bracknell, que lorsque je vous ai dit que j'ai perdu mes 2 parents, il serait plus proche de la vérité de vous dire que mes parents semblent m'avoir perdu. En fait, je ne sais pas vraiment qui je suis par ma naissance, j'ai été trouvé. Trouvé? Oui, feu Thomas Cardew, un vieux gentleman très bon et très charitable, m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing car il s'est trouvé qu'à l'époque, il avait un ticket de première classe dans sa poche pour Worthing. C'est une station balnéaire dans le Sussex. Et où ce charitable gentleman qui avait un ticket de première classe dans sa poche pour cette station balnéaire vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage? Oui, Lady Bracknell, j'étais dans un sac de voyage, un grand sac en cuir noir avec des poignées. Bon, un sac très ordinaire en fait. Et dans quelle localité ce monsieur Thomas Cardew est-il tombé sur ce très ordinaire sac de voyage? Dans le vestiaire de la gare Victoria, on lui a remis par mégarde à la place du sien. Vestiaire de la gare Victoria? Bah oui, sur la ligne de Brighton. Mais la ligne est sans importance, monsieur Worthing. Oh, j'avoue que je suis quelque peu abasourdie par ce que vous venez de me dire. Naître ou être élevé dans un sac de voyage me paraît témoigner d'un mépris absolu vis-à-vis des convenances familiales et nous rappelle les pires excès de la Révolution française. Et vous savez, je pense à quoi ce malheureux mouvement a mené. Et tout ceci ne peut constituer une base solide pour une position reconnue dans la bonne société.
Mais puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire? Inutile de vous dire que je ferai n'importe quoi pour assurer le bonheur de Gwendolen. Je vous conseille, moi, de produire une famille, enfin d'acquérir une famille le plus rapidement possible et de fournir un effort définitif pour produire un parent de l'un ou l'autre sexe avant la fin de la saison. Voilà. Je vois mal comment je pourrais arranger cela. Oh, je peux produire le sac de voyage à tout moment, il est dans ma penderie, ça devrait vous satisfaire, Lady Bracknell. Moi, monsieur, et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous n'imaginez tout de même pas que Lord Bracknell, moi-même, rêvons de donner notre fille unique, une fille élevée avec le plus grand soin, en mariage à un vestiaire et de conclure une alliance avec un paquet. Au revoir, monsieur Worthing. Au revoir. Oh, pour l'amour de Dieu, ne jouez pas cet air absurde, Algy, vous êtes un idiot! Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux? Ne me dites pas que Gwendolen vous a dit non. Je sais que c'est une façon d'être. Elle refuse à tout le monde, et je trouve que c'est fort désagréable de sa part. Oh, Gwendolen est aussi droite que possible, pour elle, nous sommes fiancés. Mais sa mère est parfaitement insupportable! Je n'ai jamais rencontré une pareille gorgone! Bien que je ne sache pas vraiment ce que c'est une gorgone, mais ce que je sais, c'est que Lady Bracknell en est une! C'est un monstre, et pas un monstre mythique! Ce qui est plutôt déloyal! Je suis désolé, Algy, je suppose que je ne devrais pas parler ainsi de votre tante? Oh non, j'adore! Savoir qu'un membre de ma famille s'est montré insultant, c'est même la seule chose qui me les fasse les supporter. Voyez-vous, les gens sont une bande d'imbéciles ennuyeux qui n'ont aucune connaissance de la vie et aucun instinct quant au moment où ils devraient mourir. Mais c'est stupide! Mais pas du tout. Non, je ne veux pas débattre sur ce sujet, vous voulez toujours argumenter sur tout. Mais c'est exactement ce pourquoi les choses sont faites. Oh ma parole, je me tirerais une balle dans la tête si je pensais ainsi! Algy, vous ne pensez pas que Gwendolen puisse ressembler à sa mère d'ici à 150 ans? Toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère. C'est leur drame! Et le drame des hommes, c'est qu'aucun ne ressemble à la sienne. C'est malin? Pas du tout. C'est une formulation parfaite et parfaitement vraie, et c'est ainsi que devrait être énoncée toute observation dans le monde civilisé. Cette intelligence me rend malade à en mourir. Aujourd'hui, tout le monde est intelligent. Vous ne pouvez aller nulle part sans croiser quelqu'un d'intelligent. C'est devenu une vraie plaie. J'aimerais seulement qu'il reste quelques idiots. Des idiots? Mais il en reste! Oh, c'est vrai, de quoi parle-t-il? Mais des gens intelligents, bien sûr! Ah, quels idiots! Ah, au fait, avez-vous dit la vérité à Gwendolen, vous savez, à propos de fidèle à la ville, Jacques à la campagne? Cher ami, la vérité n'est pas quelque chose qu'il convient de dire à une jeune femme de surcroît belle et raffinée. Mais quelles idées invraisemblables avez-vous sur la façon de se comporter vis-à-vis des femmes? Eh bien, la seule façon de se conduire est de la courtiser si elle est jolie, et d'en courtiser une autre si elle est quelconque. Oh, sottise! Bon, et votre frère, qu'en est-il du très prodigue fidèle? Oh, je m'en serais débarrassé d'ici la fin de la semaine. Je vais dire qu'il est mort à Paris d'une attaque d'apoplexie. Plein de gens meurent subitement d'une attaque d'apoplexie, n'est-ce pas? Oui, mais ce genre de choses est héréditaire. Vous ferez mieux de le tuer d'un bon gros coup de froid. Vous êtes sûr qu'un bon coup de froid n'est pas héréditaire? Mais bien sûr que non! Bon, très bien alors. Mon pauvre frère fidèle a été subitement terrassé à Paris par un gros coup de froid non héréditaire. Comme ça, j'en suis débarrassé. Mais, ne m'aviez-vous pas dit que Miss Cardew s'intéressait de très près à votre frère? Ne serait-elle pas terriblement affectée par sa disparition? Mais non, je suis heureux de vous dire que Cécilie n'est pas du tout une jeune fille romanesque. Elle a un solide appétit, fait de longues marches à la campagne et ne s'intéresse pas du tout à ses cours. Eh ben, j'aimerais bien la rencontrer. Alors là, je m'arrangerai pour que cela n'arrive jamais. Elle est extrêmement jolie et vient tout juste d'avoir 18 ans. Et vous avez prévenu Gwendolen que vous aviez une pupille extrêmement jolie qui vient tout juste d'avoir 18 ans? Oh, on ne divulgue pas ce genre d'informations à n'importe qui, vous savez. Je n'ai aucun doute que Gwendolen et Cécilie vont devenir de très grandes amies. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il ne leur faudra pas une demi-heure pour qu'elles se donnent le nom de sœurs. Non, cher ami, seules des femmes qui se sont d'abord donné bien d'autres noms finissent par s'appeler ainsi. Bon, maintenant, si nous voulons avoir une bonne table chez Willy ce soir, il nous faut nous préparer et partir. Savez-vous qu'il est quasiment près de 7 heures? Oh, il est toujours près de 7 heures. Mais c'est que j'ai faim! Ah bah, je ne vous ai jamais connu autrement. Oui. Bon, et après le souper,
Irons-nous au théâtre? Non, je déteste écouter. Nous pourrions aller au club. Non, je déteste parler. Nous pourrions faire un petit tour du côté de l'Empire. Ah non, je ne supporte pas de regarder des choses, c'est tellement stupide. Alors que proposez-vous? Rien? Rien? Mais c'est horriblement dur de ne rien faire. Néanmoins, un rude labeur qui ne connaîtrait pas d'objectif défini ne me fait pas peur. Miss Fairfax! Gwendolen, ma parole! Algy, je vais devoir vous demander de vous retourner. J'ai quelque chose de très particulier à dire à Monsieur Wersing. Gwendolen, je ne peux décemment pas autoriser une telle chose. Algy, vous adoptez systématiquement une attitude totalement immorale et vous n'êtes pas encore assez vieux pour jouer les moralistes. Gwendolen, mon amour. Fidèle, il se peut que nous ne puissions jamais nous marier. Avoir l'expression de maman, je crains que cela ne soit jamais possible. Très peu de parents à l'heure actuelle prêtent attention à ce que leur disent leurs enfants. Le respect que l'on portait autrefois aux jeunes est en train de disparaître. Et pour ma part, l'influence que j'ai pu avoir sur maman s'est évanouie dès l'âge de 3 ans. Mais bien qu'elle puisse nous empêcher de devenir mari et femme, et bien qu'il se peut que j'épouse un autre homme, et même plusieurs autres, cela ne pourra jamais altérer mon éternelle dévotion à votre égard. Chère, très chère Gwendolen. À l'histoire de vos origines romanesques, telles que relatées par maman, agrémentées de quelques commentaires fort désobligeants, ont naturellement remué les fibres les plus profondes de ma nature. Votre prénom exerce sur moi une irrésistible fascination, et la simplicité de votre caractère vous rend délicieusement incompréhensible à mes yeux. J'ai votre adresse à la ville, mais quelle est-elle à la campagne? Manor House, Woolton, Hertfordshire. Il y a un service postal correct là-bas, je suppose. Il sera peut-être nécessaire d'entreprendre une action désespérée. Il faut bien sûr y réfléchir sérieusement. Je communiquerai avec vous quotidiennement. Ah, ma tout à moi. Jusqu'à quand restez-vous en ville? Jusqu'à mardi. Algy, vous pouvez vous retourner à présent. Mais je suis déjà retourné. Et vous pourriez sonner? Oui, Lane. Me laisserez-vous vous raccompagner jusqu'à votre voiture, très chère? Certainement. Je raccompagne Miss Fairfax. Bien, monsieur! Un verre de sherry, Lane. Bien, monsieur! Demain, Lane, je m'en vais Bunburyiser. Oui, monsieur! Je serai probablement absent jusqu'à mardi. Vous pouvez préparer mes bagages, mes costumes et les smokings de Bunbury. Oui, monsieur! J'espère qu'il fera beau demain, Lane. Il ne fait jamais beau, monsieur! Lane, vous êtes un fieffé pessimiste. Je fais de mon mieux pour vous donner satisfaction, monsieur. Ah, voilà une jeune femme sensée et intellectuelle. De toute ma vie, c'est la seule fille que je n'ai jamais aimée. Pourquoi diantriez-vous de la sorte? Non, excusez-moi. C'est juste que je me fais un peu de soucis pour ce pauvre Bunbury, voilà tout. Ouais, si vous n'y prenez pas garde, votre grand ami Bunbury risque de vous attirer de sérieux ennuis un de ces jours. Mais j'adore les ennuis. Mais- C'est les seules choses qui ne sont pas sérieuses. Algy, c'est absurde, vous ne dites que des inepties. Je suis pas le seul. Bunbury. Cécilie! Il est certain qu'une occupation aussi utilitaire que l'arrosage des fleurs est plus du ressort de Moulton que du vôtre, particulièrement quand des plaisirs intellectuels vous attendent. Votre grammaire allemande est sur la table. Je vous prie de l'ouvrir à la page 15. Nous allons revoir votre leçon d'hier. Mais je n'aime pas l'allemand, Miss Prism. Je trouve que ce n'est pas une langue saillante du tout. En plus, je sais parfaitement que j'ai l'air moche après ma leçon d'allemand. Ma chère enfant, vous savez à quel point votre tuteur est désireux de vous voir améliorer votre allemand. Il a particulièrement insisté sur votre allemand lorsqu'il est parti hier. D'ailleurs, il insiste toujours beaucoup sur votre allemand lorsqu'il va en ville. Oncle Jack est tellement sérieux. Parfois, il est si sérieux qu'il me semble qu'il ne va pas bien. Votre tuteur est en parfaite santé et le sérieux de son comportement est particulièrement louable comparé à son jeune âge. Je ne connais personne qui ait une conception aussi élevée de ses devoirs et de ses responsabilités. Oui, certainement. Je suppose que cela explique pourquoi il semble s'ennuyer légèrement lorsque nous sommes tous les trois ensemble. Cécilie, vous me surprenez. Monsieur Wersing a beaucoup d'ennuis dans sa vie. Une gaieté oiseuse et des propos triviaux seraient particulièrement déplacés dans sa conversation.
Et vous devez vous souvenir qu'il est constamment inquiet au sujet de ce malheureux jeune homme, son frère. Mais justement, Miss Prism, j'aimerais que Monsieur Worsing accepte que cet infortuné jeune homme, son frère, vienne de temps en temps. Vous savez, je pense que nous pourrions avoir une bonne influence sur lui. Surtout vous! Vous connaissez l'allemand et la géologie. Et ce genre de choses ont une grande influence sur un homme. Ah, je ne pense pas que je puisse avoir une quelconque influence sur cet homme, car selon ce qu'en dit son propre frère, il est irrémédiablement faible et vacillant. En vérité, je ne crois pas que je souhaiterais le récupérer. Je ne suis pas favorable à cette manie moderne qui prétend rendre bonnes les personnes mauvaises d'une seconde à l'autre, que chacun récolte ce qu'il a semé. Laissez ce journal, Cécilie. D'ailleurs, je ne vois pas pour quelle raison vous devriez tenir un journal. Mais enfin, Miss Prism, je tiens un journal pour y consigner les merveilleux secrets de ma vie. Si je ne le faisais pas, je les oublierais probablement tous. La mémoire, ma chère enfant, est le journal que nous avons tous en nous. Oui, certainement, mais la mémoire est surtout responsable des romans en 3 volumes que nous envoie la bibliothèque Moody. Ne dites pas de mal des romans en 3 volumes. J'en ai écrit un dans ma jeunesse. Vraiment, Miss Prism? Oh, mais comme vous êtes intelligente! J'espère que votre roman n'avait pas une fin heureuse. Je déteste les romans qui finissent bien, ça me déprime. Mais les bons romans finissent bien et les mauvais finissent mal. C'est pour ça qu'on écrit de la fiction. Oui, certainement, mais je ne trouve pas cela juste. Et votre roman, a-t-il jamais été publié? Non, hélas, le manuscrit a été abandonné. Enfin, je veux dire qu'il a été perdu ou égaré. Mais au travail, mon enfant, ces spéculations sont vaines. Oh, mais je vois ce cher docteur Chasuble qui nous vient du jardin. Oh, docteur Chasuble, quel plaisir de vous voir ici. Et comment allons-nous ce matin, Miss Prism? J'espère que vous allez bien. Justement, Miss Prism s'est plaint d'un léger mal de tête. Et je pense qu'une promenade avec vous dans le parc lui ferait le plus grand bien. Cécilie, je t'ai jamais parlé mal de tête. Non, Miss Prism, je le sais bien. Mais je sens instinctivement que vous souffrez d'un mal de tête. En fait, je pensais à cela et non à ma leçon d'allemand quand le recteur est arrivé. J'espère, Cécilie, que vous n'êtes pas distraite. Je crains bien que si. C'est étrange. Si j'avais la chance d'être l'élève de Miss Prism, je serais suspendu à ses lèvres. C'est une métaphore, bien évidemment. Ma comparaison est tirée des abeilles. Je suppose que M. Horting n'est pas encore revenu de Londres. Nous l'attendons lundi après-midi. Ah oui, en général, il préfère rester à Londres le dimanche. Il n'est pas de ceux dont le but est de s'amuser, comme cela semble être le cas de cet infortuné jeune homme, son frère. Ben, je ne dois pas déranger plus longtemps Égérie et son élève. Égérie? Mais je m'appelle Laetitia, docteur. Une simple allusion classique tirée des auteurs païens. Je vous verrai tous deux à l'office du soir. Je vais faire une promenade avec vous, docteur. Finalement, je m'aperçois que j'ai un mal de tête. Une petite promenade me fera du bien. Avec plaisir, Miss Prism. Avec plaisir, nous pourrions faire un tour du côté des écoles et revenir. Cela me paraît une excellente idée. Cécilie, pendant ce temps, vous lirez votre cours d'économie politique. Vous pouvez sauter le chapitre sur la chute de la roupie, c'est un petit peu trop sensationnel. Même ces problèmes monétaires ont leur côté dramatique. Horrible économie politique, horrible géographie, horrible allemand. Monsieur Fidel Worthing vient d'arriver à la gare avec ses bagages. Monsieur Fidel Worsing, B4 Albany, le frère de l'oncle Jack? Mais lui avez-vous dit que Monsieur Worsing était en ville? Oui, mademoiselle, il m'a semblé très déçu. Je lui ai dit que Miss Prism et vous-même étiez dans le jardin. Il m'a dit qu'il était désireux de vous parler en privé. Bien, faites-le rentrer et demandez à la gouvernante de lui préparer une chambre. Bien, mademoiselle. Oh, le frère de l'oncle Jack! Je n'ai encore jamais rencontré une personne malfaisante auparavant. Oh, cela me fait peur. J'espère qu'il ne ressemble pas à tout à chacun. Et oui, c'est ça. Vous êtes ma petite cousine Cécilie, j'en suis sûre. Voilà que vous commettez une étrange erreur. Je ne suis pas petite. En fait, je suis même plutôt plus grande qu'on ne l'est généralement à mon âge. Mais je suis votre cousine Cécilie. Et si j'en crois votre carte, vous êtes mon cousin fidèle. Mon mauvais cousin fidèle. Mais non, je ne suis pas mauvais du tout. Ne croyez pas cela, cousine Cécilie. Mais enfin, mais si vous n'êtes pas mauvais, alors vous nous avez tous trompés. Et c'est inexcusable. J'espère que vous ne menez pas une double vie en prétendant être mauvais tout en étant réellement bon. Oh, ce serait hypocrite.
J'ai été plutôt insouciant dans ma vie. C'est vrai? Oui, Je suis heureuse de l'entendre. oui, je me suis même très mal comporté, à mon petit niveau. Vous savez, je ne pense pas que ce soit quelque chose dont il faut être fier. Bien que je pense que cela doit être agréable. Oui, mais il est bien plus agréable d'être ici avec vous, cousine Cécilie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes ici. Oncle Jack ne rentre pas avant lundi après-midi. Ah, vraiment? Ah, c'est très dommage, car je dois prendre le premier train lundi matin. Voyez-vous, j'ai un rendez-vous d'affaires que je suis impatient de manquer. Et ce rendez-vous d'affaires, ne pouvez-vous pas le manquer ailleurs qu'à Londres? Mais non, il est à Londres. Écoutez, je sais à quel point il est important de rater ces rendez-vous d'affaires si l'on veut garder le sentiment de la beauté de la vie. Mais je persiste à penser que vous devriez attendre oncle Jack. Je sais qu'il veut vous parler de votre émigration. De ma quoi? Eh bien, de votre émigration. Il est à Londres pour acheter les affaires dont vous aurez besoin. Non, je ne laisserai certainement pas s'occuper de cela. Il a aucun goût pour les cravates. Eh bien, je ne pense pas que vous aurez besoin de cravates en Australie. En Australie? Plutôt mourir. Eh bien, lors du repas de mercredi soir, oncle Jack a dit que vous deviez choisir entre ce monde, l'autre monde et l'Australie. Eh bien, ce que l'on m'a dit de l'autre monde et de l'Australie ne me convient guère. Mais je crois que ce monde-ci me convient parfaitement, cousine Cécilie. Oui, mais vous, êtes-vous assez bon pour lui? Je ne crains de ne pas l'être. C'est pourquoi je souhaite que ce soit vous qui m'aidiez à m'amender. Vous pourriez en faire votre mission, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. Je crains de ne pas avoir le temps cet après-midi. Alors verriez-vous un inconvénient à ce que je m'amende tout seul cet après-midi? C'est assez don quichotesque de votre part, mais je pense que vous devriez essayer. Non mais je vais essayer, à vrai dire, je me sens déjà mieux. Ah, vous paraissez pire. C'est parce que j'ai faim. Mais où avais-je la tête? Lorsque quelqu'un s'apprête à changer radicalement de vie, cela nécessite des repas sains et réguliers. Je vous en prie. Pourrais-je avoir une fleur à ma boutonnière? Je n'ai d'appétit que lorsque j'ai une fleur à ma boutonnière. Une maréchale Niel? Non, une rose rose. Et pourquoi une rose rose? Eh bien, parce que vous êtes semblable à une rose rose, cousine Cécilie. Vous savez, je pense qu'il n'est pas bien de me parler ainsi. Miss Prism ne me dit jamais de telles choses. Eh bien, Miss Prism est une vieille dame, myope. Et vous êtes la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Miss Prism me dit que la beauté est un piège. Mais c'est un piège dans lequel n'importe quel homme sensé aimerait tomber. Oui, mais je crois que cela ne me plairait pas d'attraper un homme sensé, je ne saurais pas quoi lui dire. Vous êtes trop seul, cher docteur Chasuble. Vous devriez vous marier. Misanthrope, je peux le comprendre. Mais misogyne, jamais. Croyez-moi, je ne méritais pas un tel néologisme. L'Église primitive, tant dans ses principes que dans la pratique, était résolument contre le mariage. Ah, mais de toute évidence, c'est la raison pour laquelle l'Église primitive n'existe plus à l'heure actuelle. Et vous ne me semblez pas vous rendre compte, cher docteur Chasuble, qu'à force de rester obstinément célibataires, les hommes constituent une tentation publique permanente. Les hommes devraient être plus prudents. C'est ce célibat qui conduit les vaisseaux les plus fragiles à s'égarer. Mais un homme marié n'est-il pas attirant lorsqu'il est marié? Un homme marié n'est jamais attirant, excepté pour sa femme. Et souvent même pas attirant pour sa propre femme. C'est ce que je me suis laissé dire. Cela dépend de sa maturité. Cela dépend des affinités intellectuelles de la femme. On peut faire confiance à l'âge mûr. Les jeunes femmes sont vertes. Bon, c'était une comparaison empruntée à l'horticulture. Ma métaphore se référait aux fruits. Mais où est Cécilie? Elle nous a peut-être suivis vers les écoles. Monsieur Worthing? Monsieur Worthing. Quelle surprise! Nous ne vous attendions pas avant lundi après-midi. Je suis rentré plus tôt que prévu. Docteur Chasuble, comment allez-vous? Cher monsieur Worthing, j'espère que ce costume de deuil ne nous annonce pas une terrible nouvelle. Mon frère! Toujours plus de dettes scandaleuses et de comportements extravagants. Encore en train de mener cette vie de plaisir. Mort! Votre frère fidèle est mort? Complètement mort! Ah, quelle leçon pour lui! J'espère qu'il va en tirer profit. Monsieur Worthing, je vous présente toutes mes condoléances. Vous avez du moins la consolation de savoir que vous avez été un frère bienveillant et des plus généreux. Pauvre fidèle, il a commis beaucoup d'erreurs, oui, mais c'est un coup terrible, terrible! Ah, terrible, en effet. L'enterrement aura-t-il lieu ici? Non, apparemment, il a exprimé le désir d'être enterré à Paris.
À Paris. Je crains que cela n'indique une absence de préoccupation sérieuse à ces derniers instants. Vous souhaitez sans doute que je fasse allusion à cette tragique affliction domestique dimanche prochain. Mon sermon sur la signification de la manne dans le désert s'adapte à n'importe quelle situation, triste ou joyeuse, ou triste comme la vôtre actuellement. J'ai prêché sur ce sujet pour les récoltes, les baptêmes, les confirmations, pour des temps de pénitence ou de fête. La dernière fois que j'ai fait ce sermon, c'était à la cathédrale pour le compte pour la société, pour la prévention du mécontentement chez les classes supérieures. L'évêque qui était présent a été frappé par certaines des analogies que je développais. Ah, mais cela me rappelle, vous avez mentionné les baptêmes, n'est-ce pas, docteur Chasuble? Vous savez correctement faire les baptêmes, enfin, vous baptisez à longueur de journée, n'est-ce pas? Je suis au regret de dire que c'est l'un des devoirs les plus récurrents dans cette paroisse. J'en ai souvent parlé avec les classes laborieuses, mais ils multiplient leur progéniture et ne semblent pas savoir ce que le mot économie veut dire. Y a-t-il un enfant auquel vous intéressez particulièrement, monsieur Orsing? Votre frère était, si je ne m'abuse, célibataire, n'est-ce pas? Oh oui. En général, ceux qui vivent uniquement pour le plaisir le sont. Mais non, ce n'est pas pour un enfant, cher docteur Chasuble. Non, c'est moi que je veux faire baptiser cet après-midi, si vous n'avez rien d'autre de mieux à faire. Ben, monsieur Orsi, vous avez sûrement déjà été baptisé. Oh, je me souviens de rien. Vous avez de sérieux doutes sur le sujet? Ah, j'ai la ferme intention d'en avoir. Mais bien sûr, je ne sais pas si je suis maintenant, enfin, je suis un peu trop vieux pour cela. Ben, pas du tout. Il n'a aucune impression à avoir. L'aspiration suffit, elle est même recommandée. Bon, alors, je peux faire un saut là-bas vers 5 heures, si cela vous convient? Parfait, parfait. En fait, j'ai 2 cérémonies semblables à cette heure. 2 jumeaux sont arrivés dans un décotage isolé de votre domaine. C'est ce pauvre Jenkins, le charretier, un homme extrêmement travailleur. Ah, cela ne m'enchante guère d'être baptisé avec d'autres bébés, ce serait puéril. Disons 5h30 plutôt. Excellent, excellent. Et maintenant, cher monsieur, aussi, je ne voudrais pas m'imposer plus longtemps dans ce maisonnerie. Je vous prierai simplement de ne pas vous sentir trop écrasé par le chagrin. Ce qui nous apparaît comme d'amères épreuves sont bien souvent des bénédictions cachées. Celle-ci me semble une bénédiction des plus évidentes. Oncle Jack! Oh, je suis heureuse que vous soyez de retour! Mais enfin, pourquoi ces affreux vêtements? Je vous en prie, allez vous changer! Cécilie! Mon enfant... Enfin, mais que se passe-t-il? Oncle Jack, ayez donc l'air heureux! On dirait que vous avez une rage de dents, ou je ne sais pas. En plus, j'ai une surprise pour vous! Qui, croyez-vous, qui attend dans la salle à manger? À votre avis, Oncle Jack? Qui? Oncle Jack, à votre avis? Votre frère! Qui? Votre frère fidèle! Il est arrivé il y a environ une demi-heure. Mais quelle ineptie, je n'ai pas de frère! Enfin, Oncle Jack, ne dites pas cela! Même s'il s'est mal comporté envers vous dans le passé, il n'en reste pas moins votre frère! Je vais aller le chercher et vous échangerez une poignée de main, n'est-ce pas? Voilà une très bonne nouvelle. Ce retour soudain me paraît fâcheux. Frère dans la salle à manger, mais je ne sais ce que tout cela veut dire, mais c'est parfaitement absurde à mes yeux! Oh Dieu du ciel! Mon cher frère Jack, je suis venu de Londres pour vous dire à quel point je suis désolé pour tous les torts que je vous ai causés et vous annoncer qu'à l'avenir, j'ai l'intention de mener une vie meilleure. Oncle Jack, vous n'allez pas refuser de serrer la main de votre propre frère! Mais rien ne pourra m'amener à lui serrer la main. Pour moi, sa venue ici est scandaleuse et c'est très bien pourquoi. Oncle Jack, soyez gentil, vraiment! En chacun de nous, il y a du bon. Fidèle vient de me parler de son pauvre ami Bunbury, qu'il va voir très souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup de bon chez quelqu'un qui délaisse les plaisirs de la vie londonienne pour se tenir aux côtés d'un lit de souffrance. Oh, il vous a parlé de Bunbury? Oui, il m'a parlé de Bunbury et de son épouvantable état de santé. Eh bien, moi, je ne veux pas qu'il vous parle de Bunbury ou que sais-je. Ça suffit à vous rendre parfaitement fou. Je reconnais que tous les torts sont de mon côté. Mais je dois dire que la froideur de mon cher frère Jack à mon égard me fait énormément de peine. Surtout si on prend en compte le fait que c'est la première fois que je viens ici. Oncle Jack, si vous ne serrez pas la main de votre frère, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous ne me le pardonnerez jamais? Jamais. Jamais. Jamais.
Eh bien, je suppose que c'est la dernière fois que je le ferai. Comme c'est charmant d'assister à une réconciliation si parfaite, n'est-ce pas? Je pense que nous devrions laisser les deux frères ensemble. Cécilie, venez avec nous. Oui, Miss Prisme, mon petit travail de réconciliation est terminé. Vous avez fait une très belle action aujourd'hui, ma chère enfant. Il ne faut pas porter de jugement trop hâtif. Oh, je me sens très heureuse. Espèce de fripouille, il a dit, vous devriez partir ici dès que possible. Je n'autorise aucun Bunbury ici. J'ai mis les affaires de monsieur Fidel Worthing dans la chambre à côté de la vôtre, monsieur. Je suppose que c'est bien. Quoi? Les affaires de monsieur Worthing, je les ai défaits et mis dans la chambre à côté de la vôtre. Enfin, j'espère que cela vous convient. Les bagages? Oui, monsieur. 3 grandes valises, 2 grands chapeaux, une trousse de toilette et un grand panier. Oui, je crains de ne pouvoir rester plus d'une semaine. Cette fois-ci. Merriman, faites atteler la charrette anglaise tout de suite. Monsieur Fidel a été brutalement rappelé à Londres. Bien, monsieur. Mais quel fieffé menteur vous faites, Jack! Je n'ai absolument pas été rappelé à Londres. Bien sûr que si. Mais personne ne m'a appelé que je sache. Votre devoir de gentleman vous appelle. Ah, mes devoirs de gentleman n'interfèrent jamais, à aucun degré, avec mes plaisirs. Je ne comprends pas. Eh bien, Cécilie est un amour. Ah, ne parlez pas de Miss Cardew de cette façon, je n'aime pas cela. Eh bien, je n'aime pas votre façon d'être habillé. Vous avez l'air ridicule là-dedans. Mais enfin, pourquoi vous n'allez pas vous changer? C'est puéril de pleurer un homme qui en fait va être votre hôte pendant toute une semaine. Non, il est hors de Je trouve cela question que vous grotesque. restiez chez moi une semaine entière comme hôte ou que sais-je. Vous allez prendre le train de 4h05. Mais je ne vous quitterai certainement pas tant que vous serez en deuil. Ce serait absolument insensible de ma part si j'étais en deuil. Vous resteriez à mes côtés, je suppose. Ce serait une preuve d'insensibilité totale si vous ne le faisiez pas. Bon. Si je me change, vous partez? Oui, mais vous le faites rapidement. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de temps pour se changer avec un si maigre résultat. Eh bien, cela vaut mieux que de s'habiller avec un peu trop de recherche comme vous. Si parfois je m'habille avec un peu trop de recherche, je compense toujours cela par ma plus que parfaite éducation. Oh, votre vanité ridicule, votre conduite, un scandale et votre présence dans mon jardin est parfaitement absurde. Cependant, vous allez partir par le train de 4h05 et je vous souhaite un excellent voyage à Londres. Bunburyisé, comme vous dites, ne vous a pas vraiment réussi. Je crois que cela m'a plutôt bien réussi. Je suis amoureux de Cécilie. Il n'y a que cela qui m'importe. Mais je dois la voir avant de partir pour organiser mon prochain Bunbury. Oh! La voilà! Ah, je suis simplement venue arroser les roses. Je pensais que vous étiez avec oncle Jack. Non, il est allé donner des ordres pour faire de la charrette. Il veut vous emmener faire une promenade? Non, pour me renvoyer! Ainsi donc, nous devons nous quitter? Oui, c'est une séparation très douloureuse. C'est toujours douloureux de quitter quelqu'un que l'on connaît depuis peu de temps. L'absence de vieux amis, on peut le supporter sereinement, mais même momentanée, l'absence de quelqu'un qui vient juste de nous être présenté est quasi insupportable. Merci. La charrette vous attend devant l'entrée, monsieur. Vous pouvez faire attendre Merriman 5 minutes juste. Bien, mademoiselle. Cécilie, j'espère que ce n'est pas vous offenser que de vous dire très franchement et très ouvertement que vous me semblez être en tout point l'incarnation même de la perfection absolue. Votre franchise vous donne un grand crédit à mes yeux, fidèle. Je vais écrire cette remarque dans mon journal. Oh, vous donnez un journal, je donnerai tout pour pouvoir le lire. Certainement pas, fidèle. Vous voyez, ce sont simplement mes pensées et mes impressions qui y sont consignées, et c'est par conséquent destiné à être publié. Bien évidemment, quand il sera publié, je vous invite à en commander un exemplaire. Mais je vous en prie, fidèle, ne vous arrêtez pas là, je suis ravie d'écrire sous votre dictée. J'ai atteint l'absolue perfection. Vous pouvez continuer, je suis prête. Fidèle, je vous en prie, ne toussez pas. Quand on dicte, on doit s'efforcer de le faire fluidement et de ne pas tousser. De plus, je ne sais pas écrire tousser. Cécilie, dès que j'ai posé les yeux sur votre merveilleuse et incomparable beauté, je me suis mis à vous aimer follement, passionnément, assidûment, désespérément. Vous savez, fidèle, je ne pense pas que vous devriez me dire que vous m'aimez follement, passionnément, assidûment et désespérément. Désespérément me semble désespéré. Mais Cécilie, L'attelage vous attend, monsieur. dites-lui de repasser la semaine prochaine à la même heure.
bien, monsieur. Vous savez, je ne pense pas qu'oncle Jack serait ravi de savoir que vous restez ici jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Mais je me moque de Jack. Je me moque de tout. Absolument. Sauf de vous. Je vous aime, Cécilie. Voulez-vous m'épouser? Mais espèce d'idiot, mais bien sûr que je veux! Cela fait 3 mois que nous sommes fiancés. Depuis 3 mois. Eh bien oui! Cela fera 3 mois mardi. Mais comment, fiancé? Comment cela s'est-il produit? Eh bien, lorsqu'oncle Jack nous a dit qu'il avait un frère détestable et exécrable du nom de Fidèle, vous avez été bien sûr notre sujet de conversation favori, Miss Prism et moi-même. Et bien sûr, un homme dont on parle énormément devient toujours très attirant. On se dit qu'il doit y avoir quelque chose en lui, au fond. Oh, c'est sans doute fou de ma part, Fidèle, mais je suis tombée amoureuse de vous. Oh, ma chérie! Mais quand sommes-nous donc fiancés, en fait? Fidèle, enfin! Le 14 février dernier? Ah bah oui. Votre ignorance de mon existence m'ayant épuisée, j'ai décidé qu'il fallait que je mette un terme à cette situation. Et après une longue lutte avec moi-même, j'ai décidé d'accepter votre main sous ce cher vieil arbre. Le lendemain, je suis allée acheter cette petite bague en votre nom. Et je vous ai promis de porter pour toujours ce petit bracelet d'amour. Je vous ai acheté cela? C'est très joli, n'est-ce pas? Vous avez un goût extraordinaire, Fidèle, ce qui, à mes yeux, excuse l'horrible vie que vous menez. Et voyez, c'est la boîte dans laquelle je garde toutes nos lettres. Mes lettres! Mais Cécilie, je ne vous ai écrit aucune lettre. Oh, je le sais très bien, Fidèle. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Je me souviens très bien que j'ai été obligée de les écrire à votre place. Je donnerai tout pour pouvoir les lire, s'il vous plaît. Certainement pas, Fidèle. Cela vous rendrait bien trop prétentieux. Vous savez, j'en écrivais 3 par semaine, quelquefois plus. Et celles que vous m'avez écrites après notre rupture sont si belles et si mal orthographiées que même maintenant je ne peux pas les lire sans pleurer. Mais avions-nous rompu définitivement nos fiançailles? Fidèle, enfin! Bien sûr! Le 23 mars dernier. Tenez, vous pouvez le lire juste ici. Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Fidèle. Je pense que c'est mieux ainsi. Il fait toujours très beau. Mais pourquoi diantre avons-nous rompu? Qu'avais-je donc fait? Absolument rien. Mais enfin, Cécilie, cela me peine énormément d'entendre cela, surtout par un si beau temps. Fidèle, enfin, ce n'aurait pas été de véritables fiançailles si elles n'avaient pas été rompues au moins une fois. Mais je vous ai pardonné d'ici la fin de la semaine. Oh, quel merveilleux ange vous faites, Cécilie! Quel garçon sentimental vous êtes! J'espère que vos cheveux bouclent naturellement. Oui, bien sûr. Avec un peu d'aide extérieure. Bien, j'en suis ravie. Mais, Cécilie, vous ne romprez plus jamais nos fiançailles, n'est-ce pas? Oh, je ne pense pas que je pourrais maintenant que je vous ai rencontré pour de bon. En outre, bien sûr, il y a votre prénom. Oui, bien sûr. Ne vous moquez pas de moi, mon amour, mais j'ai toujours eu ce rêve un peu puéril de tomber amoureuse d'un garçon qui s'appellerait Fidèle. Je trouve qu'il y a dans ce prénom, Fidèle, quelque chose qui inspire la confiance absolue. J'ai vraiment pitié de ces pauvres épouses dont le nom du mari n'est pas Fidèle. Mais Cécilie, vous insinuez que si j'avais un autre nom, vous ne pourriez pas m'aimer? Quel autre nom? Mais n'importe! Algernon, par exemple. Je n'aime pas son nom. Mais mon adorable petite chérie, je ne vois pas du tout pourquoi vous n'aimez pas ce nom. Ce n'est pas laid du tout, c'est même plutôt aristocratique. La moitié des types qui travaillent au tribunal des faillites s'appellent Algernon. Non mais sérieusement, Cécilie, si je m'appelais Algie, vous ne pourriez pas m'aimer? Bien, il se pourrait que je vous respecte, que je vous admire, mais je ne pourrai jamais vous accorder une attention pleine et entière. Cécilie, le recteur d'ici est, je suppose, parfaitement qualifié en ce qui concerne les sacrements et cérémonies d'église? Ah oui, le docteur Chasuble est un homme très savant. Vous savez, il n'a jamais écrit un seul ouvrage. Alors vous imaginez à quel point il est instruit. Oui, il faut que je le voie pour un baptême de la plus haute... Je veux dire une affaire de la plus haute importance. Certainement pas, Fidèle, vous resterez ici. Étant donné que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, pour la première fois, alors que nous sommes fiancés depuis le 14 février dernier, je trouve que c'est extrêmement rude de votre part de me laisser pour une durée aussi longue que 20 minutes. Ne pourriez-vous pas réduire à 10 minutes? Mais non, mais je reviens tout de suite.
Quelle impétuosité! Ah, j'aime tellement ses cheveux! Il faut que j'inscrive cela dans mon journal. Une certaine Miss Fairfax vient d'arriver à la gare pour voir Monsieur Fidel Worthing. Elle a dit qu'il s'agissait d'une affaire de la plus haute importance. Monsieur Worthing n'est pas dans la bibliothèque? Non, monsieur est du côté du presbytère depuis un certain moment. Bien, faites entrer cette dame. Je suppose qu'il sera de retour d'ici peu. Et apportez le thé. Bien, mademoiselle. Miss Fairfax. Oh, certainement une de ces vieilles dames qui aident Oncle Jack dans ses œuvres philanthropiques à Londres. Oh, je n'aime pas beaucoup ces vieilles dames engagées dans la philanthropie. Je trouve que c'est d'une vanité. Miss Fairfax. Laissez-moi me présenter Cécilie Cardew. Cécilie Cardew! Oh, quel nom charmant! Quelque chose me dit que nous allons être de très grandes amies. Je vous aime déjà plus que je ne puis dire. Et mes premières impressions sur les gens ne me trompent plus jamais. Mais comme c'est aimable à vous de m'aimer en si peu de temps, je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous appeler Cécilie? Bien, si vous le voulez. Appelez-moi Gwendolen, voilà qui est fait, n'est-ce pas? Certainement. Peut-être est-ce l'occasion de me présenter? Mon père est Lord Bracknell. Vous ne connaissez pas papa, je suppose? Je ne crois pas, non. Hormis le cadre familial, mon père est parfaitement inconnu. Et je suis heureuse de le dire. Je pense que c'est ainsi que cela doit être. Dès qu'un homme s'écarte de son devoir familial, il devient épouvantablement efféminé. Et je n'aime pas cela. Cela rend les hommes terriblement attirants. Cécilie, maman, dont les voix sur l'éducation sont épouvantablement strictes, m'a appris à être terriblement myope. Ainsi, voyez-vous un inconvénient à ce que je chausse mes lunettes pour vous regarder? Pas du tout, Gwendolen, je vous en prie, j'adore que l'on me regarde. Vous êtes ici pour une courte visite, je suppose? Oh non, j'habite ici. Vraiment? Votre mère ou quelques parents âgés habitent ici également avec vous? Non, je n'ai ni mère ni aucun parent. Mon cher tuteur assisté de Miss Prism a la dure tâche de s'occuper de moi. Votre tuteur? Eh bien oui, je suis la pupille de Monsieur Worthing. Oh, c'est étrange, Monsieur Worthing n'a jamais fait mention d'une pupille. Oh, mais comme il est secret! Oh, il devient de plus en plus intéressant d'heure en heure. Cependant, je ne suis pourtant pas si sûre que ceci suscite en moi une impression de délice sans mélange. Cécilie, maintenant que je sais que vous êtes la pupille de Monsieur Worthing, je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais aimé que vous fussiez un peu plus vieille et que vous ayez un physique un peu moins séduisant. Enfin, si je puis m'exprimer en toute franchise. Oh, je vous en prie, Gwendolen, faites-le. Je suis d'avis que si l'on a quelque chose de désagréable à dire, il faut le faire en toute franchise. Eh bien, j'aurais aimé que vous ayez 42 ans révolus et un physique plus que quelconque pour votre âge. Fidèle est l'image même de la vérité et de l'honneur. La forfaiture lui est aussi étrangère que la tromperie. Mais même les hommes au caractère le plus noble sont extrêmement sensibles au charme physique des autres. L'histoire moderne, tout comme l'histoire ancienne, regorge d'exemples de ce genre. Et l'histoire ne se comprendrait pas sans cela. Je vous demande pardon, Gwendolen. Vous avez dit fidèle? Oui, fidèle. Ah! Mais ce n'est pas Fidel Worthing, mon tuteur, mais son frère aîné. Fidèle n'a jamais fait mention d'un frère? Je suis au regret de vous dire qu'ils ne sont pas en très bons termes depuis un certain temps déjà. Ah, c'est donc pour cela? Et maintenant que j'y pense, je n'ai jamais entendu aucun homme parler de son frère. Il semble que ce sujet déplaise à la plupart des hommes. Oh, Cécile, vous m'ôtez d'un poids, je commençais presque à en être angoissée. Cela aurait été terrible si quelque ombre avait pu ternir notre amitié. Évidemment, vous êtes bien sûr que Monsieur Fidel Worthing n'est pas votre tuteur. Oh oui, j'en suis tout à fait sûre. En fait, je vais être à lui. Je vous demande pardon?
Gwendolen, je ne vois aucune raison de vous le cacher. Notre petit journal local s'en fera très certainement l'écho d'ici la semaine prochaine. Monsieur Fidel Worsing et moi-même allons nous marier. Ma chère Cécilie, c'est certainement très étrange. Monsieur Fidel Worsing et moi-même sommes fiancés. L'annonce paraîtra dans le Morning Post samedi au plus tard. Ma chère Gwendolen, je crains que vous ne soyez victime d'un énorme malentendu. Fidel s'est déclaré il y a exactement 5 minutes. Ma chère Cécilie, Fidel m'a demandé en mariage hier à 5h30 précise. Si vous voulez vérifier, faites, je vous prie. Je ne voyage jamais sans mon journal. On devrait toujours avoir quelque chose de sensationnel à lire dans le train. Ma chère Gwendolen, je suis vraiment navrée si je vous mets dans une quelconque angoisse physique ou morale, mais il est clair que depuis que Fidel vous a fait sa demande, il a changé d'avis. Si mon pauvre chéri s'est laissé embarquer à faire une telle promesse folle, je considérerais qu'il est de mon devoir de venir à sa rescousse et avec détermination. Quel que soit le malheureux imbroglio dans lequel mon chéri soit embarqué, je ne lui reprocherai jamais lorsque nous serons mariés. Est-ce à moi que vous faites référence lorsque vous parlez d'imbroglio? Dans ce genre d'occasion, c'est plus qu'un devoir moral de dire ce que l'on pense. C'est un véritable plaisir. Insinuez-vous, Miss Fairfax, que j'ai amené Fidel au mariage par ruse? Ah, mais comment osez-vous? Il n'est plus temps de porter le masque fallacieux des bonnes manières. Il faut appeler un chat et une dinde. Oh, je suis heureuse de constater que je n'ai jamais vu une dinde. Il est évident, ma chère Cécilie, que nous n'appartenons pas au même monde. Dois-je servir le thé comme d'habitude, mademoiselle? Oui, comme d'habitude. Y a-t-il des promenades intéressantes à faire dans le coin, Miss Cardew? Ah oui, de nombreuses. Du haut de cette colline, vous pouvez apercevoir 5 comtés. 5 comtés? Ah, je crois que je n'aimerais pas cela. Je hais la foule. Ah, c'est pourquoi vous résidez à Londres, je suppose. Un jardin bien entretenu, Miss Cardew. Je suis ravie qu'il vous plaise, Miss Fairfax. Je n'avais aucune idée qu'il pût y avoir des fleurs à la campagne. Ah, vous savez, les fleurs sont aussi communes à la campagne que les gens le sont à Londres. Pour ma part, je ne peux vraiment pas comprendre comment on peut vivre à la campagne. La campagne m'a toujours ennuyée à périr. Ah, c'est ce que les journaux appellent la dépression agricole, non? Je me suis laissé dire que l'aristocratie londonienne en souffre énormément de nos jours. C'est une quasi-épidémie chez vous. Puis-je vous offrir du thé? Merci. Quel horrible choupi. J'ai tellement envie de thé. Du sucre? Non, ce n'est plus à la mode. Pain beurré, s'il vous plaît. On ne sert plus guère de gâteaux dans les bonnes maisons de nos jours. Tenez, apportez cela à Miss Fairfax. Vous avez rempli ma tasse de sucre et vous m'avez servi une part de gâteau, alors que je vous ai demandé de façon parfaitement distincte du thé sans sucre et du pain beurré. Ah Cécilie, je suis connue pour l'extrême bienveillance de ma nature, mais là je peux vous assurer que vous allez trop loin. Pour sauver mon pauvre chéri innocent et naïf des griffes d'une harpie telle que vous, je serai prête à tout. Dès que je vous ai vu, je me suis méfiée. J'ai tout de suite senti que vous étiez fourbe et fausse. Et mes premières impressions sur les gens ne me trompent jamais. Oh, il me semble, Miss Fairfax, que je vous ai fait perdre votre précieux temps. Vous avez sûrement d'autres personnes de votre espèce à côtoyer dans le voisinage. Et Gwendolen chérie, mais Un instant, puis-je vous demander si vous êtes fiancée à cette jeune personne? la chère petite Cécilie. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui a bien pu mettre une telle idée dans une si jolie petite tête? Oh merci, je vous autorise. Je me doutais qu'il devait y avoir un malentendu, Miss Fairfax. Le jeune homme dont le bras entoure votre taille est mon tuteur, Monsieur Jack Worsing. Je vous demande pardon? C'est l'oncle Jack. Jack! Oh! Cécilie! Voici Fidèle un instant. Puis-je vous demander si vous êtes fiancée à cette jeune personne? Mais quelle personne? Juste au ciel, Gwendolen! Ah, juste aussi à Gwendolen. Oui, je veux dire à Gwendolen. Mais pas du tout! Qu'est-ce
qui a bien pu mettre une telle idée dans une si jolie petite tête? Merci, je vous autorise. Ma chère Cécilie, il y a une erreur. Le jeune homme qui vous embrasse est mon cousin, Monsieur Algernon Moncrief. Algernon? Vous appelez réellement Algernon? Ben, je ne puis le nier. Et vous appelez réellement Jack? Je pourrais le nier si je le voulais, je pourrais nier n'importe quoi si cela me plaisait, mais mon nom est très certainement Jack, et c'est Jack depuis des années. Oh ma pauvre Cécilie, on vous a blessée. Oh ma pauvre Gwendolen, on vous a trompé. Voulez-vous m'appeler votre sœur? Oui, certainement. Il y a juste une question que j'aimerais poser à mon cher tuteur. Admirable idée. Monsieur Wersing, nous sommes toutes deux fiancées à votre frère, Fidèle. Il n'est donc pas sans importance pour nous de savoir où est votre frère, Fidèle, à l'heure actuelle. Gwendolen, Cécilie, c'est douloureux, mais je me vois forcé de vous dire la vérité. C'est un domaine dans lequel je manque totalement d'expérience, mais je dois vous avouer que je n'ai pas de frère, je n'ai aucun frère du nom de Fidèle, je n'ai jamais eu de frère, je n'ai nulle intention d'en avoir un d'aucune sorte. Pas de frère? Du tout? Du tout! Vous n'avez jamais eu de frère? D'aucune sorte? Aucune espèce de frère! Il est évident, ma chère Cécilie, qu'aucune de nous n'est fiancée à qui que ce soit. Ah, ce n'est pas très agréable pour une jeune fille de se retrouver dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Rentrons, ils n'oseront pas nous suivre dans la maison. Ah, évidemment, non. Les hommes sont si lâches, n'est-ce pas? Cet épouvantable état de choses, est-ce que vous appelez Bunburyisé, je suppose? Oui, et même un magnifique et parfait Bunbury. Le plus parfait Bunbury que je n'ai jamais eu de ma vie. Mais vous n'aviez nullement le droit de venir Bunburyser ici! Mais c'est absurde! On peut Bunburyser n'importe où. C'est selon son choix. Et tout Bunburiste conséquent, c'est cela. Oh, Bunburyiste conséquent, mais Dieu du Eh ciel! bien oui, il y a des sujets sur lesquels il faut être sérieux si l'on veut un peu s'amuser dans la vie. Et il se trouve que je suis fort sérieux en matière de Bunbury. Et vous? Sur quel sujet vous êtes sérieux? J'en ai pas la moindre idée. Vous l'êtes probablement sur tous les sujets. Vous êtes d'une futilité. Eh bien, la petite satisfaction que je retire de toute cette malheureuse affaire, c'est que votre grand ami Bunbury a volé en éclats. Vous ne serez plus en mesure de courir le pays comme vous en aviez l'habitude, très cher Algy, et c'est une excellente chose. Oui, et votre frère Fidèle, il a un peu pâli, n'est-ce pas? Vous ne pourrez plus disparaître à Londres aussi souvent que vous en aviez la détestable habitude. Et ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Quant à votre conduite à l'égard de Miss Cardew, je dois dire que tromper une simple et innocente jeune fille comme elle est proprement inexcusable, sans compter qu'elle est sous ma garde. Et je ne vois pas quelle peut être votre excuse pour avoir abusé d'une jeune fille aussi brillante et intelligente que Miss Fairfax, sans compter que nous sommes cousins. Mais je voulais l'épouser, c'est tout, je l'aime. Et moi je voulais épouser Cécilie, je l'adore. Il n'y a certainement aucune chance que vous épousiez Miss Cardew. Oui, selon toute vraisemblance, vous n'épouserez pas Miss Fairfax. Ce n'est pas votre affaire. Ah, si c'était mes affaires, je n'en parlerai pas. C'est absolument vulgaire de parler de tes affaires. Il n'y a que les agents de change et ce sort de personnes qui en parlent. Et qui plus est, au cours de dîners en ville. Non mais comment pouvez-vous rester assis là, tranquillement, en mangeant des muffins, alors que nous sommes dans un épouvantable pétrin? Cela, je ne puis le comprendre. Vous me semblez un cœur parfaitement sec. Mais c'est que je ne peux déguster des muffins avec agitation. Le beurre en coulerait probablement sur mes manchettes. Mais c'est cela Non, que je dis. il faut manger les muffins avec calme. Oh, C'est là la seule et unique façon de le faire. Le simple fait de manger des muffins en de telles circonstances prouve votre sécheresse de cœur. Mais quand je suis dans le pétrin, la seule chose qui me console, c'est de manger des muffins. En réalité, quand je suis vraiment dans le malheur, je refuse tout, sauf de boire et de manger. Et cela, toute personne qui me connaît vraiment vous le confirmera. Et pour l'heure, je suis dans le malheur, donc je mange des muffins. En plus, je suis particulièrement friand de muffins. Ce n'est pas une raison pour les dévorer tout gloutonnement comme vous le faites. Bah, j'aimerais vous offrir ces biscuits à la place. Je n'aime pas les biscuits. Juste ciel, je suppose qu'un homme peut manger ses propres muffins dans son propre jardin. Mais vous avez dit que c'était manquer de cœur que d'en manger. J'ai dit que vous manquiez totalement de cœur vu les circonstances, c'est très différent. Peut-être. Mais ce n'en sont pas moins des muffins. Hein. Algernon, je souhaite vraiment que vous partiez. Vous ne pouvez vraiment pas
Me demander de partir sans avoir dîné? Je ne fais jamais cela. Personne ne fait ça, sauf les végétariens et ces sortes de gens. De plus, je me suis entendu avec le docteur Chasuble pour me faire baptiser sous le nom de Fidèle à 6h moins le quart. Cher ami, plus vite vous abandonnerez cette idée absurde, mieux cela sera. Je me suis moi-même entendu avec le docteur Chasuble pour être baptisé à 5h30. Et bien entendu sous le nom de Fidèle, Gwendolen le souhaite. Nous ne pouvons pas nous appeler tous les deux Fidèles, c'est absurde. De plus, j'ai parfaitement le droit de me faire baptiser. Il n'y a aucune preuve que quiconque ne m'ait jamais baptisé, et c'est aussi l'avis du docteur Chasuble. Dans votre cas, c'est très différent, vous aviez déjà été baptisé. Oui, mais cela fait des années que je ne l'ai pas été. Ah bah vous l'avez été, c'est ce qui compte. Oui, et je sais que ma constitution peut le supporter. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir été baptisé, cela peut être dangereux de vous y aventurer maintenant. Cela peut vous perturber profondément. Vous ne pouvez ignorer que quelqu'un d'extrêmement proche de vous a failli être emporté par un terrible refroidissement la semaine dernière à Paris. Mais vous avez dit vous-même qu'un refroidissement n'était pas héréditaire. Non mais je sais que ça ne l'était pas auparavant. Mais vous savez, la science progresse merveilleusement et de jour en jour. C'est inepte, vous ne dites que des inepties. Jacques, vous vous attaquez encore aux muffins. Je vous ai dit que j'étais particulièrement friand de muffins, il n'en reste que 2. Mais je déteste les biscuits. Mais alors pourquoi diable en offrez-vous? Est-ce là votre conception de l'hospitalité? Algernon, je vous ai déjà demandé de partir, je ne vous veux pas ici. Pourquoi ne partez-vous pas? Mais je n'ai pas fini mon thé. Et il reste encore un muffin. Le fait qu'il ne nous ait pas suivis dans la maison comme n'importe qui d'autre l'aurait fait semble montrer qu'il leur reste un peu de sens moral. Ils ont mangé les muffins. C'est un signe de repentir. Ils ne paraissent absolument pas nous remarquer. Ne pourriez-vous pas tousser? Mais je ne suis pas enrhumée. Oh, ils nous regardent. Quelle impudence! Oh, ils s'approchent, quel culot! Restons dignes. Gardons silence. Oh, certainement, c'est la seule chose à faire. Ce silence digne a apparemment un mauvais effet. Ah oui, des plus désastreux. Mais nous ne parlerons certainement pas les premières. En aucun cas. Monsieur Wersing, j'ai quelque chose de très particulier à vous demander. Tout dépendra de votre réponse. Gwendolen, votre bon sens est inestimable. Monsieur Moncrief, ayez l'obligeance de répondre à ma question. Pourquoi avez-vous prétendu être le frère de mon tuteur? Mais afin d'avoir l'occasion de faire votre connaissance. Cela me paraît une réponse des plus satisfaisantes, non? Évidemment, très cher, si vous y croyez. En aucun cas. Mais cela n'affecte en rien la merveilleuse beauté de la réponse. Ah, très juste. Dans les questions d'importance, le style est bien plus vital que la sincérité. Monsieur Wersing, en prétendant avoir un frère, quelles explications pouvez-vous fournir? La raison n'était-elle de venir à Londres le plus souvent possible pour me voir? En doutez-vous, Miss Fairfax? J'ai les plus graves soupçons à ce sujet, mais mon intention est de les écrabouiller. Il n'est plus temps de faire preuve de scepticisme germanique. Oh, leur réponse me paraît satisfaisante, surtout celle de Monsieur Wersing. Elles me paraissent porter le sceau de la vérité. Et je suis plus que ravie de ce que m'a dit Monsieur Moncrief. Sa seule voix inspire la confiance absolue. Oh, si vous pensez que nous devrions leur pardonner? Oh oui. Oh, oui. Non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh, très juste. J'allais oublier. Il y a des questions d'importance avec lesquelles on ne peut transiger. Mais laquelle de nous deux va leur dire? Ce n'est pas une tâche aisée. Ne pourrions-nous pas leur dire toutes les deux en même temps? Admirable idée. J'ai souvent l'occasion de m'exprimer en même temps que d'autres. Vous voulez que je donne le rythme? Ah, certainement. 1, 2, 3. Vos prénoms restent une barrière insurmontable, c'est tout. Nos prénoms? Mais s'il n'y a que cela, nous allons nous faire baptiser cet après-midi. Pourquoi vous feriez quelque chose de si terrible? Mais oui! Pourquoi vous seriez prêt à affronter une épreuve
n'est-ce pas? Ils ont un courage physique parfois qui nous dépasse infiniment, nous les femmes. Oh mon chéri! Ma chérie! Lady Bracknell! Oh, juste au ciel! Gwendolen, qu'est-ce que cela signifie? Je suis fiancée à Monsieur Worthing, maman. Venez ici. Asseyez-vous immédiatement. La moindre hésitation est un signe de décadence mentale chez les jeunes et de faiblesse physique chez les vieux. Dès que j'ai appris le départ de ma fille par sa dévouée femme de chambre, je l'ai aussitôt suivie en prenant un train de marchandises. Et naturellement, vous comprendrez qu'à partir de maintenant, toute communication entre ma fille et vous doit être interrompue immédiatement sur ce point, comme sur tous les autres. D'ailleurs, je ne transige pas. Je suis fiancé auprès de Gwendolen, Lady Bracknell. Vous n'êtes fiancé à personne, vous n'êtes rien de tout cela. Algernon maintenant. Algernon? Oui, tante Augusta? Puis-je vous demander si c'est ici que réside votre ami invalide, Monsieur Bunbury? Non, Bunbury ne vit pas. Bunbury est ailleurs. En fait, il est mort. Mort? Mais quand est-il mort? Sa mort a dû être tout à fait soudaine. Oh, j'ai tué Bunbury cet après-midi. Enfin, je veux dire, il est mort cet après-midi. Et de quoi est-il mort? Bunbury? Oh, il a explosé. Explosé? A-t-il été victime d'un attentat révolutionnaire? Je ne savais pas que Monsieur Bunbury s'intéressait à la question sociale. Si tel est le cas, il est bien puni de sa morbidité. Non, je veux dire qu'il a été démasqué, tante Augusta. Les médecins ont découvert que Bunbury ne pouvait pas vivre. Et donc, il est mort. C'est cela que je veux vous dire. Mais il me semble avoir eu une grande confiance dans l'opinion de ces médecins. En tout cas, je suis heureuse qu'il se soit décidé à prendre un parti et ait agi en fonction d'un diagnostic médical approprié. Bien. Maintenant que nous nous sommes débarrassés de ce monsieur Bunbury, monsieur Worthing, puis-je vous demander quelle est cette jeune personne dont mon neveu tient la main d'une manière qui, à moi, me paraît parfaitement inconvenante? Cette lady est Miss Cecily Cardew, ma pupille. Je suis fiancé à Cécilie, tante Augusta. Je vous demande pardon. Monsieur Moncrief et moi-même allons nous marier. Ah, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulièrement excitant dans l'air de cette partie du Hertfordshire, mais le nombre de fiançailles me paraît considérablement plus élevé que la moyenne. Eh bien, je pense qu'une enquête approfondie ne serait pas superflue. Monsieur Worthing, Miss Cardew, a-t-elle une relation quelconque avec une des grandes gares de Londres? C'est une simple demande d'information. Jusqu'à hier, j'ignorais qu'il y eût des personnes ou des familles dont l'origine était un terminus. Miss Cardew est la petite fille de Monsieur Cardew, 39 Belgrave Square Southwest, Bervers Park, Dorking, Surrey, et de Sporran, Fifshire. Ça ne sonne pas si mal. 3 adresses, cela inspire confiance, même pour des commerçants. Cependant, quelle preuve ai-je de leur authenticité? J'ai soigneusement conservé les bottins mondains de cette époque. Vous pouvez vérifier vous-même, Lady Bracknell. J'ai souvent constaté d'étranges erreurs dans cette publication. Les notaires de la famille de Miss Cardew sont messieurs Mark B et Mark B. Mark B et Mark B. Ah, une étude des plus cotées. Je me suis laissé dire qu'un des messieurs Mark B fréquentait les dîners en ville à 16h. Jusqu'ici, je suis satisfait. Comme c'est éminemment aimable à vous, Lady Bracknell, vous serez également heureuse d'entendre que j'ai en ma possession les certificats de Miss Cardew. Naissance, baptême, coqueluche, immatriculation, vaccination, confirmation et rougeole à la fois le variant allemand et anglais. Ah, une vie mouvementée, à ce que je vois. Peut-être un peu trop agitée pour vous, une jeune fille. Bien. Gwendolen, il est temps de partir. Notre train n'attend pas. Oh, pour la forme, me
monsieur Worthing, puis-je vous demander si Miss Cardew a une quelconque petite fortune? Oh, environ 130 000 livres en bons du trésor. C'est tout. Au revoir, Lady Bracknell. Ravi de vous avoir vu. Un instant, monsieur Worthing. 130 000 livres et en bons du trésor? Oh, Miss Cardew me paraît une jeune lady tout à fait attirante maintenant que je la regarde. Ah, venez ici. Chère. Oh, votre robe est d'une triste simplicité et vos cheveux tels que la nature vous les a donnés. Mais nous pouvons changer cela facilement. Une femme de chambre française des plus expérimentées produit des résultats merveilleux en très peu de temps. Je me souviens d'en avoir recommandé une à la jeune Lady Lansing et au bout de 3 mois, son mari ne la reconnaissait plus. Et après 6 mois, plus personne ne la reconnaissait. Ben, veuillez vous tourner gentiment. Non. C'est votre profil que je veux. Oui. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Votre profil présente diverses possibilités sociales distinctes. Un peu plus haut, le menton. Le style dépend essentiellement de la façon de tenir le menton. Et on le tient très haut actuellement. Algernon. Oui, tante Augusta. Le profil de Miss Cardew présente diverses possibilités sociales. Cécilie est l'être le plus aimable, le plus doux et le plus beau du monde. Et je me moquais éperdument des possibilités sociales. Algernon, Oui. je vous interdis de parler de la société avec mépris. Seuls ceux qui ne peuvent en faire partie le font. Cher enfant, vous savez, je suppose que Algernon ne possède rien d'autre que des dettes. Mais je ne suis pas moi-même en faveur de mariage mercenaire. Quand j'ai épousé Lord Bracknell, je n'avais aucune fortune. Mais je n'ai jamais toléré que cela puisse se mettre en travers de mon chemin. Eh bien, je suppose que je dois donner mon consentement. Merci, tante Augusta. Cécilie, vous pouvez m'embrasser. Merci, Lady Bracknell. Et vous pouvez m'appeler Tante Augusta à l'avenir. Merci, Tante Augusta. Eh bien, je pense qu'il faudrait que ce mariage se fasse le plus rapidement possible. Merci, tante Augusta. Merci, Tante Augusta. Pour parler franchement, je ne suis pas en faveur de fiançailles trop prolongées. Cela permet aux fiancés de connaître leur caractère avant le mariage et je ne trouve pas que cela soit opportun. Je m'excuse de vous interrompre, Lady Bracknell, mais ce mariage est hors de question. Je suis le tuteur de Miss Cardew et elle ne peut se marier sans mon consentement jusqu'à sa majorité. Et ce consentement, je refuse absolument de le donner. Et puis je vous demandais pourquoi. Algernon est un parti extrêmement avantageux, et même outrageusement avantageux. Il n'a rien, mais il a l'air de tout. De tout mieux. Cela me chagrine beaucoup, Lady Bracknell, de devoir parler franchement de votre neveu, mais le fait est que je désapprouve totalement son caractère moral. Je le soupçonne de ne pas être fiable. Pas fiable? Mon neveu Algernon? Impossible. Impossible. Il sort d'Oxford. Je crains qu'il n'y ait aucun doute possible sur ce sujet. Cet après-midi, durant mon absence temporaire de Londres, au sujet d'une importante affaire sentimentale, il s'est introduit chez moi en prétendant faussement être mon frère. Et je viens d'être informé par mon maître d'hôtel que sous cette fausse identité, il a bu une bouteille de Perrier Jouet brut cuvée 1889, un vin que je réservais spécialement à mon usage exclusif. Sur cette désastreuse lancée, il a continué à tromper son monde en m'aliénant l'affection de mon unique pupille. Et par conséquent, il est resté pour prendre le thé et a dévoré mes muffins jusqu'au dernier. Et ce qui prouve son absence totale de cœur, c'est qu'il était dès le début au courant que je n'avais pas de frère, que je n'avais jamais eu de frère et que je n'ai nulle intention d'en avoir un d'aucune sorte. C'est ce que je lui ai clairement spécifié hier après-midi. Monsieur Worthing, après mûre réflexion, j'ai décidé de fermer les yeux sur la conduite de mon neveu à votre égard. Oh, c'est très généreux de votre part, Lady Bracknell. Cependant, ma décision est irrévocable. Je refuse absolument de donner mon accord à ce mariage. Bel enfant. Quel âge avez-vous?
En fait, j'ai 18 ans, mais j'en avoue généralement 20 quand je vais à des soirées. Ah, et vous avez parfaitement raison d'introduire cette légère modification. Aucune femme ne devrait être tout à fait précise sur son âge. Cela paraît tellement calculateur. 18 ans, mais 20 ans pour les balles. Eh bien, il ne vous faudra pas longtemps avant d'être libre de votre tutelle. Par conséquent, je ne crois pas que le consentement de votre tuteur soit, après tout, d'une quelconque importance. Excusez-moi de vous interrompre à nouveau, Lady Bracknell. Je dois vous dire que, selon les termes du testament de son grand-père, Miss Cardew n'accédera à sa majorité qu'à l'âge de 35 ans. L'objection ne me paraît pas si grave. 35 ans, c'est un âge très attractif. La société londonienne est bourrée de femmes de la très haute société qui ont librement fait le choix de rester fixées à l'âge de 35 ans. Lady Dumbledon en est un parfait exemple. À ma connaissance, elle a eu 35 ans jusqu'à ses 40 ans, et c'était il y a de cela de fort nombreuses années maintenant. Et je ne vois pas pourquoi notre chère Cécilie ne serait pas plus attirante qu'actuellement. Et de plus, elle aura considérablement augmenté son capital. Algy, pourrez-vous m'attendre jusqu'à mes 35 ans? Mais bien sûr que oui, vous le savez, Cécilie. Oui, je le savais instinctivement. Mais moi, je ne pourrais pas attendre tout ce temps. Vous savez, j'ai horreur d'attendre qui que ce soit, ne serait-ce que 5 minutes. Bon, moi-même, je ne suis pas ponctuelle, je le sais. Mais j'ai horreur d'attendre, et attendre même pour me marier est parfaitement hors de question. Mais alors que devons-nous faire? Je ne sais pas, Monsieur Moncrief, je ne sais pas. Mon cher Monsieur Worthing, étant donné que votre pupille, Miss Cardew, déclare qu'elle ne peut positivement pas attendre jusqu'à ses 35 ans, une remarque qui, je le concède, me paraît témoigner d'un caractère pour le moins impatient, je vous prierai de bien vouloir revoir votre décision. Mais très chère Lady Bracknell, le problème est entre vos mains. Dès que vous consentirez à mon alliance avec Gwendolen, c'est avec grand plaisir que j'autoriserai votre neveu à contracter une alliance avec ma pupille. Vous devriez savoir que c'est hors de question. Eh bien, un célibat passionné est tout ce que chacun de nous peut espérer. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour Gwendolen. Algernon peut choisir comme il veut. Bon, Gwendolen, nous avons déjà raté 5 trains, 6 et 6. En rater un plus, nous exposerait des commentaires sur le quai. Tout est prêt pour les baptêmes. Les baptêmes, monsieur, mais n'est-ce pas un peu prématuré? Ces deux gentlemen ont exprimé le désir d'être baptisés sous le champ. À leur âge, mais c'est une idée grotesque et impie. Algernon, je vous interdis de vous faire baptiser. Mais je ne tolérerai pas de pareils excès. Lord Bracknell serait extrêmement mécontent s'il savait de quelle façon vous dépensez votre temps et votre argent. Dois-je comprendre alors qu'il n'y aura aucun baptême cet après-midi? Je ne pense pas, docteur Chasuble, vu les circonstances, que cela ne soit d'une quelconque utilité à aucun d'entre nous. Venant de vous, je suis peiné de vous voir exprimer de tels sentiments, monsieur Horting. Cela flaire l'hérésie anabaptiste. Hérésie que j'ai totalement réfutée dans 4 de mes sermons non publiés. Cependant, étant donné que votre état d'esprit me semble particulièrement libertin, je retourne de ce moment à l'église. Enfin, je viens d'être informé par le Bordeaux que Miss Prisme m'attend dans la sacristie depuis 1h30. Eh, Miss Prisme! Vous avez dit, j'ai bien entendu, vous avez dit Miss Prisme. Oui, Lady Bracknell, et je m'en vais la rejoindre. Un instant, s'il vous plaît. Cette question peut être d'une importance vitale pour Lord Bracknell et moi-même. Miss Prisme est-elle cette personne d'aspect repoussant et ayant des fonctions vaguement en rapport avec l'éducation? C'est une femme des plus cultivées, et l'image même de la respectabilité. De toute évidence, nous parlons de la même personne. Puis-je vous demander quelle est sa fonction dans votre maison? Je suis célibataire, madame. Miss Prisme, Lady Bracknell, est depuis 3 ans la gouvernante estimée et compagne précieuse de Miss Cardew. En dépit de ce que je viens d'entendre, je dois la voir immédiatement. Allez la chercher. Elle vient. Elle est tout près. On m'a dit que vous m'attendiez à la sacristie, cher chanoine. Je vous ai attendu là-bas pendant 1h30. Prise!
Prisme, venez ici. Prisme, où est le bébé? Prisme, il y a 25 ans, vous avez quitté la maison de Lord Bracknell, numéro 106 Upper Grosvenor Street, en charge d'un landau contenant un bébé de sexe masculin. Vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, la police londonienne, après d'intenses recherches, a trouvé un landau abandonné dans un coin de Bayswater à minuit. Le landau contenait le manuscrit en 3 volumes d'un roman d'une sentimentalité plus que révoltante. Mais le bébé n'y était pas. Prisme, où est le bébé? Lady Bracknell, j'avoue à ma grande honte que je ne sais pas, si seulement je le savais. Voilà les faits. Le matin du jour auquel vous faites allusion, et ce jour est à jamais gravé dans ma mémoire, j'ai préparé le landau, comme d'habitude, pour y mettre le bébé. J'avais également avec moi un sac de voyage, ancien mais de vaste contenance, dans lequel j'avais l'intention de mettre le manuscrit d'une œuvre de fiction en 3 volumes que j'avais écrite durant mes quelques heures de loisirs. Dans un moment d'inattention, que je ne me pardonnerai jamais, j'ai déposé le manuscrit dans le landau et mis le bébé dans le sac. Mais où avez-vous déposé ce sac? Ne me le demandez pas, monsieur Warsing. Miss Prisme, j'insiste pour savoir où vous avez déposé ce sac contenant ce bébé. À la consigne de l'une des plus grandes gares de Londres. Mais quelle gare? Victoria, la ligne de Brighton. Je dois me retirer dans ma chambre un instant. Gwendolen, attendez-moi ici. Si vous n'êtes pas trop long, je vous attendrai toute ma vie. Que croyez-vous que cela signifie, Lady Bracknell? Ne me le demandez pas, docteur Chasuble. Je n'ai pas besoin de vous dire que certaines circonstances improbables ne sont pas censées se produire dans la très haute société. Cela ne peut même pas se concevoir. Oncle Jack paraît curieusement agité. Votre corps a un tempérament extrêmement émotif. Ah oui, ce bruit est particulièrement désagréable. On dirait qu'il est en train de se bagarrer. Je déteste les disputes, quelles qu'elles soient. Elles sont toujours vulgaires et souvent convaincantes. Cela s'est arrêté. Je souhaiterais qu'il puisse conclure. Oh, ce suspense est horrible, mais pourvu qu'il dure. S'agit-il de ce sac, Miss Prisme? Regarde-le bien avant de répondre. Le bonheur d'une vie en dépend. Ah, cela me paraît être le mien. Ah, voilà les raflures qu'il a reçues alors que je montais dans l'omnibus de Gower Street en des temps plus heureux de ma jeunesse. Ah, sur la doublure, c'est la tache due à l'explosion d'une boisson gazeuse, incident qui s'est produit à Leamington. Et là, sur le fermoir, ce sont mes initiales. J'avais oublié par je ne sais quelle extravagance que je les avais faites graver là. Ce sac est indubitablement le mien. Je suis ravie de l'avoir retrouvé en des circonstances aussi inattendues. Il m'avait beaucoup manqué. Miss Prisme, vous avez retrouvé bien plus qu'un sac. J'étais le bébé que vous y avez mis. Vous? Oui, mère. Monsieur Warsing, je ne suis pas mariée. Pas marié? Ah, je reconnais que voilà un sacré coup dur. Après tout, qui a le droit de jeter la pierre à qui a souffert? Le repentir ne peut-il pas effacer un coup de folie? Pourquoi y aurait-il une loi pour les hommes, une autre pour les femmes? Mère, je vous pardonne. Monsieur Warsing, il y a une erreur. Lady Bracknell est la personne qui peut vous dire qui vous êtes réellement. J'ai horreur de paraître indiscret, Lady Bracknell, mais auriez-vous l'amabilité de me dire qui je suis? Je crains que ce que j'ai à vous apprendre ne vous plaise guère. Vous êtes le fils de ma pauvre sœur, Mrs. Moncrief, et par conséquent, le frère aîné d'Algernon. Le frère aîné d'Alger? Alors j'ai un frère après tout. Mais je savais que j'avais un frère. J'ai toujours dit que j'avais un frère. Mais Cécile, comment avez-vous pu seulement douter que je n'avais pas un frère? Docteur Chasuble, mon malheureux frère. Miss Prisme, mon malheureux frère. Gwendolen, mon malheureux frère. Ah, dis, jeune chenapan, vous devrez vous traiter avec plus de respect à l'avenir de toute votre vie. Vous ne vous êtes jamais comporté avec moi comme un frère. Non, pas jusqu'à aujourd'hui, vieux frère. Je l'admets. Mais il faut dire que je n'avais que très peu d'expérience en la matière. Oh, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Mais quel chéri êtes-vous? Mais
de baptême maintenant que vous êtes devenu quelqu'un d'autre? Mais juste ciel, j'avais complètement oublié ce point-là. Votre décision au sujet de mon nom est irrévocable, je suppose? Je ne change jamais, sauf dans mes affections. Ah, Gwendolen, votre sens moral est inestimable. Alors il vaut mieux éclaircir ce point tout de suite. Tant Augustin, un instant, lorsque Miss Prisme m'a abandonné dans ce sac, avais-je déjà été baptisé? Tout ce que l'argent, ce que le luxe même peut acheter, y compris le baptême, a été déversé sur vous par vos riches et aimables parents. Oui, mais quel prénom m'a-t-on donné? Étant donné que vous êtes l'aîné, on vous a bien sûr donné le prénom de votre père. Oui, mais quel était le nom de mon père? C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas me souvenir du prénom du général. Mais il en avait un, coup sûr. Ah Dieu, vous ne pouvez pas vous souvenir du prénom de votre père? Ah, mon cher garçon, nous n'avons jamais pu nous parler, il est mort avant un an. Son nom doit bien figurer quelque part sur l'annuaire des militaires de cette période, je suppose. Le général était un homme de paix, sauf dans son ménage. Mais il est certainement dans l'annuaire militaire. Nous avons ici l'annuaire des militaires, il englobe les 40 dernières années. Ces merveilleux documents ont dû être l'objet constant de mes études. Monsieur... Général Marby, Mixby... Non. Ah, quel nom épouvantable, Maglet. Non, Moncrief. Lieutenant 1840, capitaine, colonel, lieutenant-colonel, général 1869, prénom Fidèle. Je vous l'ai toujours dit, Gwendolen, que mon nom était Fidèle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Fidèle, après tout, Fidèle, naturellement. Mais je me souvenais que je détestais ce prénom pour une raison précise. Oh, Fidèle! Mais j'ai toujours su que vous ne pouviez avoir un autre nom. Gwendolen, c'est terrible pour un homme de savoir qu'il ne vous a jamais dit que la vérité. Pouvez-vous me pardonner? Mais oui, vous allez changer, j'en suis sûre. Oh, mon amour! Laetitia! Cécilie, enfin! Gwendolen, enfin! Mon neveu, il me semble que vous faites preuve d'une certaine vulgarité. Au contraire, tante Augusta, j'ai pris conscience pour la première fois de ma vie de l'importance vitale d'être fidèle.